Bonjour tout le monde. On va laisser encore quelques minutes avant de commencer pour que le monde se connecte. Et nous allons commencer à 9 heures. Bonjour ceux qui sont déjà là. Bienvenue. Donc là, je vois que le monde est en train de rentrer. Bonjour à tous, bonjour aux nouvelles personnes qui continuent à entrer. Bienvenue à ce premier webinaire présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. Je suis Émilie Jornet, conseillère à la programmation et au contenu. Donc, ça nous fait plaisir de vous recevoir en grand nombre aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce premier webinaire de 2021 la docteure Judith Bruyette, qui vient nous parler du concept de vulnérabilité du stress, de l'impact de la pandémie sur la santé psychologique et des pistes de solutions pour trouver un nouvel équilibre. Donc, docteur Judith Bruyette a complété un PhD à l'Institut de cardiologie de Montréal en 2005, pour lequel elle a remporté le prix de la meilleure thèse en santé à Montréal. Elle a ensuite complété ses études médicales et gradué comme psychiatre en 2016. Depuis, elle travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal comme psychiatre, chercheur, professeur et chef de département. En recherche, elle s'intéresse aux troubles anxieux dans la population médicale. Elle a à cœur de déstigmatiser les enjeux de santé mentale, autant au sein de la population médicale que chez les travailleurs de la santé. Donc, bienvenue. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je vais donner juste 2-3 petites indications techniques. Pendant la présentation, vous allez être amenés à avoir des questions interactives où vous allez pouvoir répondre directement par le chat pour pouvoir interagir donc, avec le docteur Bruyette sur ces questions. Si vous avez des questions davantage sur le contenu ou pour aller au-delà de ce que vous allez entendre pendant la présentation, je vous invite à inscrire vos questions dans la case questions et réponses pour que je puisse, à la fin de la présentation, poser directement les questions à Madame Bruyette. Donc, ce sera à la fin de la présentation. Donc, voilà. Je pense qu'on peut commencer. Bonne présentation et puis on se reparle tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bon matin. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent des petits mots. Émilie, je te laisse gérer peut-être le chat puis les questions. Tout à fait. Merci. Je m'occupe de ça. Merci beaucoup. Je voulais juste pas oublier les gens. Fait que c'est toujours mon premier contact avec vous. C'est dans le fond, c'est via mon petit trou de caméra qui est là. Je vois mon PowerPoint, mais je vous vois pas. Mais je vous remercie d'être là. Je sais qu'il y a eu, dans le fond, beaucoup d'intérêt, tant dans votre inscription, puis tant dans les questions, dans le fond, sur la conférence. Je vous remercie de prendre le temps de dégager de quelques heures de votre journée pour écouter des propos sur la santé psychologique. Fait que ça veut dire que vous prenez soin de vous, puis vous prenez soin des autres aussi. Je fais une petite tranche de vie parce que ça me fait rire le titre que j'ai choisi, là, Explorer l'équilibre dans le déséquilibre. Pour un de mes moyens, dans le fond, de coping, c'est l'action. Puis j'ai décidé de faire du vélo d'hiver cette année. J'avais tenté l'expérience l'année passée, mais j'avais fait un coin de rue. Mais cette année, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit peu plus qu'un coin de rue. Puis j'ai réussi à faire plusieurs allers-retours ici au travail. J'ai même monté le Mont-Royal. Mais la semaine passée, j'ai chuté. Fait que c'est de là que me vient l'association avec mon titre, Explorer l'équilibre dans le déséquilibre. Mais ce qui s'est passé après ma chute, c'est qu'il y a quelqu'un il y a une femme qui est apparue au même moment.
Puis, elle a été tellement bienveillante envers moi dans les 10 minutes qu'elle a été là. Puis, elle m'a même offert un jus d'orange en pleine COVID où on ne se touche plus. Mais il y a un humain qui m'a offert du jus d'orange, puis ça m'a permis de reprendre mon équilibre dans mon déséquilibre. Donc, fin de ma tranche de vie, je commence la présentation. Je m'habitue juste à la transition. Donc, les objectifs officiels, c'est vous parler du concept que j'apprécie beaucoup, qui est simple, mais je trouve parlant, le concept vulnérabilité-stress, définir ce qu'est le burn-out, puis reconnaître l'impact des pandémies sur la santé psychologique, ensuite explorer des pistes de solutions visant un nouvel équilibre et connaître, je vous parle un petit peu de où je suis rendue dans mon projet de recherche Burnout. Ça, c'est les objectifs officiels. Les objectifs non officiels, c'est un peu de vous raconter une histoire, dans le fond, que pas tant de vous apprendre, mais de vous raconter une histoire comme Fred Pellerin pourrait le faire, là, pas avec son doigté, mais plus de laisser le flot couler, puis de voir s'il y a des choses qui résonnent pour vous, tant mieux, ou pour des gens à qui vous pensez. Fait que, mais de faire résonner des petites choses. Puis je sais que c'est comme des chandails. C'est one fit for not all. Je n'ai pas la bonne expression, là, mais en santé mentale, il n'y a pas une solution pour, dans le fond, une problématique, mais c'est des pistes que je vous offre aujourd'hui. Donc, je suis rentrée en médecine en 2005. J'avais, dans le fond, les images de chercher des belles personnes comme ceci. Puis en 2020, je me retrouve à parler de burn-out puis de pandémie. Fait que ça a été une chute dans ce que j'anticipais de ma profession et de ce que je fais présentement. Mais en fait, je dois vous dire qu'à travers le burn-out, à travers les pandémies, mais ça donne une occasion de parler de la santé psychologique et j'apprécie beaucoup et j'apprécie ma profession aussi. Donc, j'utilise les mots du DSM parce que je suis de formation, je suis psychiatre de formation. Notre guide sur lequel on s'appuie, entre autres pour les études, les diagnostics, c'est le DSM. Le DSM-5 va parler de trouble mental. Donc, j'utilise ce mot-là. Peu importe si on l'aime ou pas, faites-vous-en un. Mais fait que moi, je vais l'utiliser, puis dans le fond, on s'en fait l'interprétation qu'on veut par la suite. Le concept derrière un trouble mental ou dans le fond, une problématique de santé mentale, je le comprends sous le modèle vulnérabilité-stress. Puis c'est un peu un modèle qui est appliqué en médecine en général aussi. Donc, chacun en nous, on porte une vulnérabilité. Notre vulnérabilité psychologique, je vais la décrire, elle peut être de différentes natures, puis elle peut être aussi de différentes intensités. Habituellement, les vulnérabilités qu'on porte, c'est comme une grosse tarte, puis il y a une partie qui nous vient de notre génétique, il y a une partie qui nous vient de nos débuts de vie, il y a une partie qui vient de qui on est, puis, s'ajoute à ça un stress. Là, j'ai mis la pandémie comme stress, puis des fois, c'est des plus gros stress qui vont nous déstabiliser, puis des fois, c'est pas le même type de stress qui va déstabiliser certaines personnes. Fait que le stress apparaît selon dans quelle étape de vie on est, puis là, peut faire un peu balancer. Fait que, puis j'ai trouvé cette image-là j'ai contacté l'auteur pour qu'elle me permette de vous la présenter. Puis, quand on vient à un moment où il y a un match entre notre type de vulnérabilité, notre intensité de vulnérabilité, puis le stress qui apparaît, bien, on traverse dans un autre monde, puis on peut traverser dans la souffrance, dans le trouble mental, ou, fait qu'on peut le voir aussi comme on va aller explorer dans le fond, un autre monde. C'est pour ça que j'ai utilisé un passage. Puis j'ai utilisé qu'on passe du noir au blanc en couleur, mais on peut être un peu perdu dans l'autre monde, mais on peut aussi découvrir des messages ou même de la couleur à travers ce passage, à travers le trouble mental ou la souffrance.
Donc, on porte en jeu, dans le fond, selon le modèle auquel j'adhère, on porte en nous des vulnérabilités. Quand j'ai commencé mes stages en psychiatrie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, Judith, la psychiatrie, c'est pas compliqué. Prends ta feuille, divise-la en 4. Fait qu'elle a dit, c'est 4 grands types de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité psychotique, la vulnérabilité au niveau de la personnalité, dans des désirs des fois de contrôle sur soi, sur les autres, de gestion dans le fond, des émotions, certaines rigidités, certaines réactions à certains événements interpersonnels. Donc, ça, c'est la vulnérabilité au niveau de la personnalité. Il y a les vulnérabilités que je vais joindre ensemble, anxio-dépressives. Dans le fond, dans les troubles anxieux, il y a plusieurs sortes de troubles anxieux. C'est pas toujours la même chose. Des fois, je dis l'anxiété, des fois, elle est dans la tête, des fois, elle est dans le corps. Fait que des fois, il y a la catastrophisation, ça c'est l'hamster qui va toujours dans la place la pire. Dans le fond, ça peut être utile, mais quand c'est dans le fond pas aidant, souffrant, puis que ça dure longtemps, puis que c'est envahissant, là, ça devient un problème. Il y a aussi la vulnérabilité au niveau des substances, puis j'inclus aussi tout ce qui est à travers le jeu pathologique aussi. Donc, on a 4 grands types de vulnérabilité. Puis, on va parler ensuite de comment, dans le fond, on peut voir, ça c'est pour les troubles mentaux, comment que ça peut être défini, des vulnérabilités, dans une autre sphère de définition. Donc, dans une autre sphère complètement, c'est dans la sphère de souffrance organisationnelle. Fait que là, je vous ai parlé de troubles mentaux avec des vulnérabilités. Là, je change un petit peu le cap, puis je m'en viens de parler de burn-out. Puis il faut que je change de cap parce que le burn-out, c'est pas un trouble mental. Il n'est pas défini comme dans le DSM, ni dans le fond dans le système européen. Il n'est pas considéré comme une maladie. Moi, je l'appelle finalement comme un drapeau rouge, un red flag. Puis, c'est quelque chose qui n'a pas été géré, dans le fond, dans notre système. Puis là, le burn-out, on l'associe au système du travail. Fait qu'il y a quelque chose, une problématique, dans le fond, qui n'a pas encore été adressée ou gérée, puis qui va amener une certaine forme de souffrance, mais qui n'est pas une maladie. Le burn-out, il est défini dans les échelles par 3 domaines. Puis je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, ça nous donne un peu la saveur de comment les gens qui étudient le burn-out, qui en font de la recherche, comment ils s'en définissent. Fait que les 3 grands domaines du burn-out, c'est l'épuisement global. Ça peut être un épuisement émotif et physique. Un aspect de dépersonnalisation. Ce qui est difficile des fois, c'est qu'il y a des mots qui vont ressembler à d'autres mots dans d'autres définitions. La dépersonnalisation ici n'est pas la même que la dépersonnalisation qu'on trouve parfois dans certains troubles mentaux comme le stress post-traumatique ou dans certaines personnalités. Ici, la dépersonnalisation dans le fond, réfère à une distance, à un détachement, comme si on devient, en anglais, le terme qu'il utilise, c'est callous. Moi, ça ne me dit rien, puis j'ai même de la misère à le prononcer, mais c'est comme une sorte de froideur et d'indifférence. Puis en fait, qu'on n'avait pas avant. Parce que si c'est quelque chose qui se développe parce que c'est quelque chose qui n'a pas été géré dans le système, c'est pas notre nature depuis tout le temps. C'est que, dans le fond, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas géré, puis on devient plus détaché des patients ou des clients, comme vous les appelez. Ensuite, le 3e domaine, c'est un manque de valorisation dans ce qu'on fait. Fait que sentiment que, dans le fond, notre sens d'utilité et de compétence n'est pas à un niveau qu'il était avant. Donc, ça, c'est comment la recherche puis le monde organisationnel peuvent définir une souffrance qui est liée au travail. Je reviens à mon modèle. Vulnérabilité, stress. Fait qu'on avait nos 4 grands types de vulnérabilité. On a des sévérités là-dedans. Puis là, il y a des stress qui nous arrivent. Puis je trouve que la personne qui a dans le fond, on vulgarise. Donc, celle qui a fait ça le mieux, je trouve, dans
autour de nous, puis qui m'est arrivé à mes oreilles, c'est Sonia Lupien. Fait que j'ai repris ces catégories qui fait en sorte qu'une situation peut être stressante, puis j'ai essayé de mettre des exemples pourquoi qu'on peut se sentir extrêmement stressé pendant la pandémie. Donc, Sonia Lupin va nous rappeler que si une situation a un des 4 ingrédients, bien, elle peut être une situation qui est stressante. Puis des fois, de savoir c'est quel ingrédient qui fait de cette situation-là stressante nous aide à l'adresser. Donc, l'acronyme qui est utilisé en français, c'est le CINE. Cinéma, ou je ne sais pas si c'était ça qui se voulait au départ. Là. Puis, donc, le C réfère à contrôle pour un sentiment de perte de contrôle. Donc, si on n'a pas l'impression d'être en contrôle dans une situation, celle-ci peut devenir extrêmement stressante. Le I réfère pour imprévisibilité. Donc, quelque chose donc, qui peut être très, dans le fond, de réactions diverses, non prévisibles, peut être extrêmement stressant, comme un peu dans l'enfance, un parent imprévisible pourrait être aussi stressant pour un enfant. La nouveauté. Notre dernière pandémie est en 19-18. Moi, dans le système de soins, comme jeune médecin, j'ai pas vu de pandémie. Clairement, je pensais même pas que ça pourrait se produire, dans le fond, dans mon temps de pratique. Les médecins un petit peu plus âgés que moi, en fait, ils ont vu la pandémie qui avait de SRAS à Toronto. Fait que ces gens-là partaient avec une longueur d'avance, c'était moins nouveau. Puis les microbiologistes avec qui je travaille, qui avaient beaucoup d'ancienneté aussi, avaient comme une espèce de bagage ancien qui faisait que c'était un peu moins nouveau. Puis probablement que vu que c'était un peu moins nouveau, ils savaient qu'est-ce qui s'en venait, puis peut-être un peu moins imprévisible. Mais pour nous tous, une pandémie, c'est carrément nouveau. Pour notre gouvernement aussi, pour François Legault, c'est nouveau. Ensuite, la pandémie nous déstabilise, nous fait perdre notre équilibre. Puis quand on perd notre équilibre, des fois, on a une possibilité d'être menacé pour notre ego. On travaille maintenant dans des conditions sous-optimales. Il y a des gens qui sont, un classique, ça pourrait être des infirmières qui étaient en administration, qui ont été amenés dans des CHSLD pour gérer dans le fond, des gens avec une démence et troubles de comportement. Bien, fait que c'est complètement déstabilisant, puis la personne peut se sentir menacée dans son sentiment de compétence ou d'ego parce que, dans le fond, elle ne se sent pas bonne pour faire ce travail-là. On est passé, je vous parle de médecine parce que c'est mon domaine, mais peut-être que vous allez trouver un écho, là. On est passé d'une médecine qui était individuelle avec des soins cannés pour l'individu. On passe à une médecine qui est collective, fait que ça fait des situations sous-optimales pour les paramédics, pour les gens qui reçoivent les gens à l'urgence. Donc, ça fait des conditions sous-optimales. Vous aussi, dans le fond, dans votre contexte de télétravail, avec les enfants à côté ou comme l'absence de soutien, ça nous met tous, dans le fond, en déséquilibre, puis ça peut faire qu'on produit moins bien, puis qu'on se sent, dans le fond, affecté au niveau de notre ego. Pardon, je pensais avoir mis « ne pas déranger », je le mets. OK, désolée. Ensuite de ça, les nouvelles tâches peuvent faire aussi qu'on se sent moins en situation de compétence et qui peut faire cette fragilité, augmenter cette fragilité-là. OK. Le stress, comme le mariage, là, pour le meilleur et pour le pire. OK? Sous stress, parfois, dans le fond, on va bien performer. Je suis un peu stressée de vous présenter aujourd'hui, de faire une présentation orale. Probablement que ça mobilise mon attention, puis dans le fond, je peux carburer à ça, puis essayer de vous livrer ma meilleure performance. Fait qu'il y a un aspect de stress là, qui m'aide. Mais parfois, si on a trop de stress ou c'est trop longtemps, ça fait plutôt ressortir le pire de nous-mêmes. L'exemple pour le DOR là, que je peux vous donner, c'est tu passes d'une grosse journée, dans le fond, tu as comme essayé d'abattre beaucoup de boulot, tu es en transition, tu vas chercher quelque chose à la pharmacie au niveau de la poste, puis ils te demandent ton code postal, puis
dans le fond, tu sais ton code postal. Mais là, en transition entre deux choses, stressée de ta journée, j'oublie mon code postal. Fait que des fois, le stress nous fait faire des erreurs, dans le fond, d'inattention ou niaiseuses. Fait que ça, je l'appelle le DA. Le stress, le petit démon à droite, pour certains, dans le fond, fait sortir de la colère. Ça va mobiliser de la colère. Puis il y en a pour d'autres que ça va même faire projeter la faute sur autrui. Dans le fond, que je te pointe. Et tu me pointes. Puis il faut encore plus faire attention, je trouve, quand il y a des gens en hiérarchie sociale. Ça ne veut pas dire qu'il y a, dans le fond, il y a une plus grande importance ou moins grande importance, mais dans notre milieu de travail, on est en hiérarchie. Puis des fois, on peut avoir une tendance à blâmer quelqu'un qui pourrait être hiérarchiquement sous soi quand on est en période de stress. Fait que je me dis, ou je dis aux médecins, des fois à qui je parle, traitez n'importe qui de votre équipe comme vous traiteriez votre DG. Fait que ça m'aide. Dans le fond, l'espèce d'impact que j'ai voulu imager avec la boîte du centre qui dit travailler, travailler, fatigue, douter, travailler, vérifier, travailler, 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 fatigue, douter, revérifier, travailler, travailler. Des fois, le stress, dans le fond, quand il est accumulé, fait en sorte que les gens overcommit ou puis après ça se mettent à travailler mais à douter, puis c'est comme un cercle vicieux, puis ça l'entraîne dans le fond une espèce de spirale qui mène un peu à la fatigue. Donc chacun peut se reconnaître dans le fond dans certains patterns quand le stress nous arrive, puis qui fait finalement ressortir des fois le bon, puis des fois le moins bon, mais je pense qu'il faut juste en être conscient. Les gens me disent c'est beau, là, Judith, là, tu nous parles de ça, mais donne-nous quelque chose. Fait que, au lieu de vous donner tout de suite quelque chose, j'ai le goût là, de vous faire embarquer dans le chat. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un texte. Puis, dans ce texte-là, c'est Grand Corps Malade, c'est une chanson de Grand Corps Malade. Oui, il y a quelque chose qui va émerger comme son mode de coping. Puis, vous êtes, dans le fond, c'est la musique, là, c'est pas une grande surprise. Mais pendant que je vous lis le texte, soit rien faire puis absorber ce que je vous dis ou laisser résonner. Mais si jamais c'est un autre coping que la musique, j'aimerais ça que vous me l'écriviez dans le fond, dans le chat pour juste qu'on aille différents modes de coping. OK, fait que j'adore Grand Corps Malade, je suis vendue. Puis là, la chanson dont je vais vous lire les textes, c'est Derrière le brouillard. Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves. Remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Il n'y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Il n'y a pas de recette quand tu n'en avais pas non plus. Personne ne t'avait prévenu, tu t'es battu comme tu as pu. Il n'y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner, c'est humain, l'avenir, c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois, ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister. Chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence. Je ne vais pas vous le chanter, mais on dirait que ça me vient, là, les deux autres lignes me viennent en chanson, mais il va dire après ça, et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Donc, je ne sais pas si on peut prendre quelques minutes. Puis vous me dites, dans le fond, ce texte-là via Grand Corps Malade, puis la chanteuse avec qui, dans le fond, il partage ce texte-là, c'est le piano puis le chant, qui est, dans le fond, qui est en eux, puis qui sort dans des contextes
de difficulté. Est-ce qu'il y en a qui pourraient, dans le chat, partager leur façon d'être, puis d'aider aider les autres? Merci, merci. Fait que, dans le fond, d'aider les autres, hein, ça nous fait tellement de bien à soi. C'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Danser et peinturer, OK? Fait que danser, il y a tellement quelque chose de, dans le fond, un mélange, hein, tu sais, le corps, mais aussi pas le corps dans une mécanique de soldat, mais le corps, dans le fond, qui va se laisser par la musique puis l'art. Fait que je trouve que c'est un beau combo entre ce qui est l'action puis l'art. Peinturer, c'est créer aussi, dans le fond, à travers l'art. Le plein air, on dirait que c'est ça sur quoi on peut se rabattre beaucoup, hein, dans le fond, en confinement, c'est qu'on peut, dans le fond, on est écœuré d'être chez nous, puis sortir. Dans le fond, ça fait du bien, puis on dirait que le plein air, ça nous amène dans la nature, puis la nature, ça fait en sorte que, il me semble, de la perspective, que c'est plus grand que nous-mêmes. Merci. Fait que bouger, marcher en forêt, la course à pied. J'ai vu un chien passer dans les mots. Moi, j'ai peur des chiens, mais je me suis dit qu'à retraite, je m'achèterais un chien. Puis, en fait, je trouve ça tellement beau, tu sais, dans le fond, les gens qui ont une capacité là, d'avoir des animaux avec eux. Puis, dans le fond, il y a de l'air d'avoir des relations particulières qui se créent. Puis, je pense que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement thérapeutique. J'ai une de mes collègues qui a des oiseaux. Quand elle a son Zoom, c'est vraiment drôle. Chorale, excusez-moi si j'en ai passé, là, je prends ceux sur lesquels mes yeux tombent dans la séquence, mais chorale, tu sais, j'entends, tu sais, la voix, puis j'entends la force du groupe, fait que c'est quelque chose, dans le fond, qui va chercher l'intérieur, et aussi la musique, l'art, puis aussi la force du groupe. Puis de mémoire, Sonia Lupien disait que le chant, c'était peut-être la meilleure façon de respirer pour se calmer aussi plus que certains exercices pour certains. Aller patiner, fait que ça rentre dans les sports, fait que dans le fond, on peut, c'est grisant, je trouve, tu sais, le sport, patiner, puis des fois, on peut tomber, mais on peut aussi se relever. Rire, dans le fond, merci de mettre rire parce que je pense qu'on n'avait pas parlé en tant que, dans le fond, comme sujet, ça me fait penser rire au plaisir. Puis, c'est comme si des fois on peut se sentir coupable en pandémie, quand il y a plein de monde qui meurt, de tomber dans le plaisir, mais c'est tellement comme essentiel, puis tellement humain. Puis un de mes amis est psychologue organisationnel, puis il me disait que dans les forces pour maintenir le bien-être organisationnel, il y avait d'aller chercher le sens puis le plaisir au travail. Cuisiner un plat santé, puis écrire. Dans les deux choses que je vois, dans le fond, c'est que dans la cuisine puis dans l'écriture, pour moi, c'est un processus. Parce que, dans le fond, on a besoin de processus en pandémie parce que si on fait juste acheter, ça vient trop vite, puis on a du temps maintenant, tu sais, un petit peu plus. Fait que écrire, tricoter, cuisiner, pour moi, c'est un processus. Puis en fait, comme jardiner, mais là, on est en hiver, puis on se rend compte pour la santé mentale que c'est être dans des flots dans le processus qui est le plus payant versus juste voir si ça a bien gratiné ou voir si ça a bien germé. Donc, je vous remercie. Je me sens remplie par vos suggestions, vos partages, puis je vous en remercie. Je pense qu'à travers mes prochaines diapos, vous allez, dans le fond, faire des liens en quoi tout ce que vous m'avez suggéré rentre dans certains cadres que j'avais pensé à l'avance. Puis peut-être qu'on s'en rajoute avec la force du groupe. Je regarde le temps, juste 9h30, ça va bien.
Psychologie 101. Fait que maintenant, je reviens, je vois des choses, ne rien faire. Aussi, ça, j'ai de la misère, mais je remercie la personne qui a écrit ne rien faire. Bon, je me refocus. Psychologie 101, ce que je voulais vous dire. Donc, je pense que une des bases, c'est de reconnaître nos émotions, dans le fond, normales, puis les red flags, ou dans le fond, quand on vire un petit peu dans le jaune-orange. Fait qu'on a du vert, là, on est en santé psychologique, mais même dans le vert, on est en maudit, on est touché, on est irrité. Fait que, dans le fond, la vie est faite d'émotions, là. Quand les émotions restent trop longtemps ou viennent à changer nos comportements de façon durable puis qu'on ne se reconnaît plus, c'est là qu'à un moment donné, il faut agir dans le continuum. Puis, on a tous un continuum, mais on dirait que c'est avec le temps qu'on finit par le savoir. Dans le continuum, il y en a qui vont devenir cyniques. Fait que c'est quand ils deviennent de plus en plus cyniques qu'ils se disent OK, là, je suis en train de glisser vers le orange, vers le jaune, vers le orange. Il y en a qui vont se mettre à faire pardon, de l'insomnie. Il y en a qui vont se mettre à brailler pour rien. Fait que c'est comme si à un moment donné, il faut se prendre le temps de faire, quand on a le temps, là, ou quand on a le désir, de se mettre notre continuum à nous. Dans le fond, c'est quoi, mais dans le fond, ma séquence là, qui me dit que je suis en train de glisser du vert au jaune, au orange, au rouge. Fait que ça, c'est un exercice, dans le fond, à faire. Puis, en regardant par en arrière, c'est souvent là qu'on a nos réponses. Ensuite de ça, une fois qu'on a vu c'est quoi nos émotions de base, puis un peu celles qui sont glissantes, il faut voir c'est quels stresseurs qui sont le plus troublants pour nous. La pandémie est peut-être pas un stresseur qui peut être troublant pour vous pour plein de raisons. Puis si vous allez bien pendant la pandémie, tant mieux. Mais vous, peut-être que c'est d'autres sortes de stresseurs. C'est peut-être plus... fait que c'est pas la peur de contamination. Peut-être pour certains, c'est l'isolement, fait que, qui est le plus un stresseur, dans le fond, qui est relationnel au lieu de la peur de la maladie. Fait que chacun a ses zones des stresseurs les plus importants. Fait que de reconnaître ça aussi, ça nous dit ah, écoute, ça, c'est en plein dans mon piton, là, tu sais, comme c'est dans le piton au bout de cette situation-là. Fait que il y a comme une mise en garde qu'on peut se faire soi-même. Ensuite de ça, savoir c'est quoi ces sources d'aide qu'on a en nous, là, avec tout ce qu'on a nommé. Puis aussi, des fois, ça ne suffit plus le plein air ou rien faire, là, puis quand on est rendu plus dans des zones plus oranges. Mais fait que savoir c'est quoi nos sources d'aide selon le continuum. Donc, je vais faire des parallèles. OK, fait que notre corps, comment on vibre, c'est comme un char ou notre vélo. OK? Fait que il y a des bruits normaux que dans notre char ou notre vélo, tu sais, des grincements de mon frein, là, tu sais, dans le fond, c'est pas si grave, là, tu sais, mais si le frein marche plus, ben, il faut que j'aille le faire réparer, OK? Il y a des bruits d'auto, tu sais, c'est juste un morceau de glace qui est poigné, ça passe, mais un tic, c'est peut-être pas normal. Il y a une coupe de flashlight aussi, des fois, qui sortent sur notre tableau de bord. Tu sais, il y en a qu'on ignore. Oui, fait que, mais il y a peut-être des lumières qu'à un moment donné, il faut s'en occuper. Les stresseurs pour le char ou pour le vélo, c'est l'hiver. Tu sais, il faut faire nos changements de pneus. C'est là que notre carrosserie, dans le fond, est plus à risque habituellement. Fait que le stresseur pour, tu sais, c'est l'hiver. Pour nous, c'est quoi? C'est à nous, dans le fond, d'y réfléchir. Puis, on dirait que quand je fais mes présentations, des fois, j'avais le goût de dire aux gens, à main levée, là, qui a un mécanicien, là, qui sait exactement où il va pour changer ses pneus ou pour faire réparer son vélo. Puis, je m'imaginais, je ne sais pas, 98% des gens qui savent si leur vélo ne marche pas, ou même si votre iPhone plante, dans le fond, vous savez où le faire réparer. Mais des fois,
on ne veut pas faire la même réflexion, c'est si notre char, si notre psychologie, dans le fond, ne marche pas bien, où est-ce qu'on pourrait trouver de l'aide? C'est le même principe. Puis plus on est au courant de nos bruits normaux, anormaux, nos stresseurs, c'est quoi nos boutons. Puis après ça, selon le continuum, c'est quoi nos sources possibles d'aide. Je pense que ça nous amène dans le ciné, plus de contrôle. Fait que ça va rabaisser le stress, peut-être moins prévisible. Si je sais que c'est l'hiver, qu'il faut que je fasse, que ça va être un petit peu plus, je peux chuter, ben je suis avisée, tu sais. Fait que ça peut rabaisser notre niveau de stress. Juste d'avoir notre plan, puis notre lecture. OK. Ça va être un exercice que je vous propose. Puis, il y en a qui détestent les exercices, faites-le pas. Allez vous chercher un verre d'eau, ignorez-moi. Ceux qui sont curieux, vous m'écoutez. Ceux qui sont volontaires, vous le faites. Moi, je vais le faire de façon parallèle, juste pour me donner un tempo de temps que je vous laisse. Fait que je vous suggère d'aller vous chercher une feuille puis un crayon, ceux qui veulent le faire, puis il n'y aura pas de partage au niveau du chat, c'est juste au niveau personnel. Je vais même prendre un petit verre d'eau. Bon, fait que sur votre feuille, vous séparez la feuille en 4. C'est pas comme les vulnérabilités que je vous ai parlé au départ. Là, j'axe un petit peu plus sur les émotions. Donc, bon, si vous voulez embarquer, fait que la feuille est séparée en 4. Puis, il y a 4 grandes classes d'émotions. Puis, je vous inviterai de façon vraiment intuitive à les écrire comme ça sort. Fait que je vais le faire parallèlement. Donc, fait que c'est sûr qu'on va toujours pouvoir trouver, dans le fond, des émotions qui sont proches l'une de l'autre, mais j'y vais grosso modo. Okay? Je vais vous dire qu'est-ce que moi j'ai écrit là. Fait que j'ai écrit la joie. C'est ça, j'ai comme écrit comme ça, là, qui m'est sorti en premier. La joie m'est sortie en premier, la colère en deuxième, la tristesse en troisième, puis la peur en dernier. Ce que ça fait d'habitude, cet exercice-là, c'est des fois qu'on oublie, ben, dans le fond, on remplit 2 ou 3, OK? Souvent, il va rester un carré libre, c'est normal, dans le fond, puis c'est quasiment attendu, là, tu sais, ou voulu, façon de parler. Fait que si vous n'avez rempli, en fait, juste quelques-uns, c'est intéressant aussi. Puis l'ordre que vous l'avez écrit, moi, je trouve ça intéressant aussi. Parce que habituellement, dans le fond, on va être dans des émotions au quotidien dans le fond, qu'on connaît le plus puis qu'on tolère le plus. Puis des fois, la case qu'on n'a pas marquée, c'est des fois une émotion qu'on a plus de difficulté à gérer puis qu'on oublie quasiment qu'elle existe. On est mieux être dans les autres que dans celle-là. Fait que c'est plus un début de réflexion que je vous offre. Puis, dans le fond, moi, habituellement, tu sais, comme avec même le temps, les thérapies, dans le fond, les pandémies qui nous font grandir, votre ordre peut changer. Parce qu'habituellement, moi, en tout cas, c'est pas tout le temps de cet ordre-là. Là, dans le fond, je vois qu'aujourd'hui, ma peur est sortie en dernier, alors qu'avant, elle sortait en premier. Fait que, mais ça, c'est comme une mouvance là, du temps, puis avec un espèce de processus. Fait que quand je vous disais, première étape de psychologie 101, c'est de reconnaître ces bruits de char, là, puis savoir nos émotions normales. Mais fait qu'il y a 4 grands types d'émotions, fait qu'on va naviguer là-dedans. Puis il y a des émotions qu'on est plus à l'aise que d'autres, puis il y a des émotions qu'on est moins à l'aise. Puis des fois, c'est qu'on n'a pas eu de modèle, mettons, pour la colère. Il y a du monde qui ont eu des bons modèles de colère, mais
façon de parler des bons, là, si la colère n'était pas dirigée vers de la destruction, là. Mais il y a des gens qui peuvent avoir eu des bons modèles de colère, puis d'autres pas. Il y en a qui peuvent avoir eu des modèles de tristesse qui n'en finissent plus, fait qu'ils ne veulent pas toucher comme. Fait que des fois aussi, on a nos façons d'être, on est plus proche dans notre personnalité de qui on est. Puis des fois aussi, on n'a juste pas eu de modèle de, dans le fond, quelqu'un qui gère sainement sa colère ou qui laisse aller librement sa tristesse, mais qui finit par en sortir. Fait que ça peut vous faire réfléchir. Il n'y a pas de bonnes, mauvaises émotions, là. C'est plus, il y a des bons et des mauvais comportements, mais il n'y a pas de bons et de mauvaises émotions. La honte, merci. La honte, oui, la honte, on déteste aller dans cette émotion-là. La honte puis la culpabilité, des fois, je la mets juste, dans le fond, elle peut aller dans proche de, je pense, plein d'autres. Puis des fois, c'est comme des émotions secondaires. Tu sais, mettons, on peut avoir au départ, on a eu peur. Tu sais, j'ai eu peur de tomber ou j'ai eu peur, dans le fond, fait que. Puis après ça, j'ai eu honte. Des fois, c'est la honte puis la culpabilité, c'est des émotions secondaires. Puis, fait qu'on peut regarder en lien, voyons, c'était quoi l'émotion initiale, puis, revenir là-dessus, la vivre, puis après ça, on passe à autre chose. All right? Donc, ça, c'est mon deuxième psychiatre qui, dans le fond, il y avait ma première psychiatre là, dans mes stages qui m'a dit « Judith, c'est pas compliqué, ah ouais, mais fait que divise ta feuille en 4. » Ici, c'est Dr Goulet qui est comme un magicien de la thérapie. Mais je devrais pas dire ça, ben, en tout cas, mais dans le fond, il m'a frappée, mais des fois, je me dis chacun peut trouver son magicien. Moi, ça a été un magicien pendant ce temps-là, mais ça ne veut pas dire que c'est un magicien pour tout le monde. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps chercher la personne extra, dans le fond, calée là-dedans. Fait que c'est des rencontres, mais ça a été une belle rencontre pour moi. Mais je ne veux pas idéaliser quelqu'un puis penser qu'il faut aller tout le temps chercher un thérapeute idéalisé. C'est ça que je voulais me reprendre un petit peu. Mais j'ai fait une belle rencontre pendant dans le fond, mon cheminement d'études, puis fait que j'ai retenu ça de Dr Goulet. C'est que les émotions tuent pas. Dr Goulet travaille beaucoup avec les anxieux, puis en fait, les gens, des fois, ne tolèrent pas l'anxiété qui monte, souvent dans le contexte de crise de panique, parce qu'ils pensent que ça va les détruire, dans le fond, soit que ça va les tuer, soit que ça va, dans le fond, les faire sortir d'eux-mêmes, les rendre fous. Fait qu'il a comme développé, c'est pas lui qui a développé, mais il applique le principe d'exposition. Puis le grand message, c'est que les émotions ne tuent pas. Fait que ce qui relate, c'est qu'on pense que l'anxiété, fait que je vous amène ici dans la première diapo, principe d'exposition. Là, c'est l'exemple classique, c'était quelqu'un qui a peur de prendre le métro. Mais la personne, dans le fond, qui a peur de prendre le métro, dans le temps, quand elle s'approche, son anxiété, qui est ici, là, à l'axe des Y, monte. Puis cette personne-là, elle pense que l'anxiété ne va jamais arrêter de monter. Okay? Fait que ce qu'elle décide, c'est de s'échapper du métro, c'est de virer de bord, puis s'en aller chez eux. Ça, je vous dis, c'est le meilleur traitement. C'est le meilleur traitement parce que ça diminue instantanément, dans le fond, l'anxiété. C'est le meilleur traitement dans les prochaines minutes. Mais en fait, là, je vous fais une blague, là, mais c'est que ça fait perpétuer, on sait que l'évitement, ça fait perpétuer l'anxiété. Ça vient de dire, ah, tu avais raison, là, ça devait être vraiment dangereux prendre le métro, j'ai eu bien raison de m'échapper. Fait que ce qu'on sait, c'est qu'il faut s'exposer. Je vous amène ici. Fait que la personne, dans le fond, si on dit non, fait que fais face, elle pense que ça va aller jusqu'à l'infini, jusqu'à temps qu'elle fasse une crise cardiaque. Mais ce qui est comique, c'est que quand on réanime des gens, là, on donne de l'adrénaline. Fait que l'adrénaline qu'on vit, là, c'est ça qu'on donne pour réanimer le monde. Ou quand vous prenez dans le fond, quand on est, dans le fond, ben, je le fais plus parce que ça m'étourdit, mais les manèges, là, on a de l'adrénaline, là, on pense que notre cœur a arrêté, là, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on est vivant en bas, fait que les hautes émotions ne nous tuent pas, OK? Fait que si on fait face, on pense à l'augmente, oui, ça va augmenter plus que là, fait que ça va augmenter,
Mais il va avoir un plateau, puis ça va rediminuer. Puis habituellement, dans le fond, ça prend au moins de tolérer plusieurs minutes. Ici, c'est 45 minutes, mais c'est soit, dans le fond, plus que 2 minutes, là, tu sais. Fait que, dans le fond, une bonne durée, là, ou le temps que l'anxiété baisse de moitié. Puis chez les gens, des fois que ça ne marche pas, tu sais, puis je vois, dans le fond, des fois, dans le fond, mon gars faire ça quand il a peur, c'est qu'il va se mettre à chanter. Mais des fois, c'est cute de chanter, mais des fois, tu n'en peux plus, là, tu sais, juste le bout de crier après, arrête! Mais c'est pas bien vu. Mais, fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il neutralise la peur. Fait que là, je vous amène ici. Fait qu'il se crée un pattern de distraction, puis au lieu, tu sais, dans le fond, de vraiment l'affronter, il va se mettre à chanter, dans le fond, pour se distraire. Fait qu'il y en a qui vont utiliser des fois la radio, puis on veut être distrait ces temps-ci quand on est stressé, mais si, mettons, tu es en thérapie, puis ton exposition ne marche pas, pense si, dans le fond, tu n'es pas en neutralisation. Mais je ne vous dis pas qu'en ce moment, il ne faut pas se distraire, c'est ça que je dis à tout le monde, mais si on est en thérapie, puis on veut vraiment se faire une exposition, puis se déshabituer, si ça ne marche pas, réfléchissez si vous ne faites pas de la neutralisation. OK. Prochaine diapo. Si ça, dans le fond, si ce que tu as essayé, ça ne marche pas, tu sais, comme là, dans le fond, tu prends une pause, tu fais CTRL, Alt, Delete. Puis souvent, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as pas essayé. Tu sais, je pense qu'il y a des philosophes qui vont parler de ce concept-là. -là, c'est que si tu as essayé plein de fois quelque chose, tu sais, ben, soit faut que tu te revires de bord puis tu essaies quelque chose d'autre ou que tu changes ta façon. Si tu refais la même chose, mais de le faire différemment, du moins. Mais je pense que c'est un autre concept, là, que si, dans le fond, qu'il y a une différence entre la persévérance puis la persévération. À un moment donné, la persévération, c'est que c'est quelqu'un qui a été brimé dans son lobe frontal là, par une maladie, une démence, puis qui n'arrête pas de taper, là, qui continue. À un moment donné, il faut comme switcher entre la persévération. On fait CTRL Delete, puis on se regarde qu'est-ce que j'ai pas essayé, qui est différent, ou puis je me revire de bord. OK. Fait que je vais passer à travers chaque thème des ingrédients du ciné, puis je vais vous dire une idée de façon de gérer cette facette du stress. La perte de contrôle. OK. J'ai trouvé que dans la perte de contrôle, si tu t'impliques, dans le fond, ben là, je vais l'utiliser pour le travail. Fait que la pandémie nous a fait changer nos façons de travailler, nos façons d'être en équipe, nos projets, les priorités de projet. Fait que ça nous fait perdre un peu le contrôle, mais plus on peut s'impliquer dans notre organisation, dans notre équipe, plus on reprend le contrôle. Puis, le fait de s'impliquer, pour moi, reprendre le contrôle, c'est un ingrédient, mais pour moi, ce n'est pas ça le vrai aspect thérapeutique. C'est quand tu t'impliques, des fois, tu vois l'aspect, ça te donne une perspective parce que quand tu t'impliques, tu as un peu plus d'informations des fois quand tu es. Puis quand tu as plus d'informations, tu as l'information de l'autre, tu as l'information de l'autre qui a essayé, puis tout ça, puis ça te donne une perspective. Puis des fois, ça te fait apaiser des fois des volontés que tu avais. Fait que si vous avez un sentiment de perte de contrôle, l'implication peut être une idée. C'est des idées, là, c'est pas des solutions magiques. Aussi, tu perds le contrôle un peu de ta job ou de tes tâches ou de tes priorités. Mais sachez que dans des études sur le burn-out, les gens qui aimaient minimalement au moins 20 de ma job, là, ça a changé, mais il y a quelque chose, vous parlez aujourd'hui, dans le fond, j'apprécie ça, puis tel autre aspect de ma job, j'aime ça. Les gens qui aimaient au moins 20 de leur job étaient protégés contre le burn-out. Quand les gens aimaient 15 seulement de leur job ou 10 de leur job, là, dans le fond, ils étaient plus à risque de burn-out. Mais ceux qui aimaient 95 de leur job n'étaient pas, dans le fond, plus protégés que ceux qui aimaient 20. Je me disais, oh my God, il faut juste aimer comme 20 de notre job, comme pour être protégé du burn-out. Fait que pensez pas qu'il faut aimer 100 de notre job mais pour être protégé, en tout cas, ça prend un petit minimum là, qu'on est dedans, mais on n'est pas non plus obligé d'aimer 100 de notre emploi.
Non, fait que ma prochaine diapo, OK. Fait que, OK, sors ton joker. Fait que c'est pour la deuxième. C'est drôle, ça part en blanc, là. Fait que, OK, quand on est dans une... Ah non, 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 c'est pour la menace à l'ego. OK. Conditions sous-optimales, nouvelle tâche. On est déstabilisé, on se sent pas bon. OK? Des fois, là, je me dis, tu sais, on l'appelle c'est une de mes collègues qui appelle ça des mulligans, là, c'est comme au golf, c'est un concept au golf que des fois tu fais un mauvais coup, mais tu peux juste le nommer puis la personne va l'accepter, puis tu en as tellement fait des pas pires avant que la personne, fait que des fois on nomme ça, tu sais, sors ton joker, c'est de le nommer. Hey, ça, c'était pas fort, tu sais, comme j'ai pas été capable de me connecter, comme de me connecter ou de transférer, ou, tu sais, fait que tu sors ton joker, tu le nommes, tu sais, puis après ça, dans le fond, ça soulage, je pense, l'aspect de la honte peut-être, ou la culpabilité ou la peur d'avoir des reproches. Puis après ça, ben, tu fais autrement. Fait que de sortir ton joker avec des gens que tu te sens, des fois en sécurité. Là, on commence toujours avec quand on essaye des techniques à petite échelle, là, avec des collègues, dans le fond, que c'est plus facile pour essayer des nouvelles stratégies. Fait que des fois, on peut juste nommer, ah, ça, c'était, dans le fond, c'est nouveau pour moi. Je pense que c'était pas dans le fond, c'était pas parfait. Y a-tu quelqu'un qui est bon là-dedans, qui peut m'aider là-dessus, ou je vais aller chercher, dans le fond, je vais faire certaines corrections, puis je vais essayer de mieux comprendre. Fait que ça, c'est pour sort ton joker pour des conditions un petit peu sous-optimales ou nouvelles tâches. Des fois, les nouvelles tâches, c'est d'aller chercher comme un père aidant, quelqu'un qui est bon dans ces tâches-là, quelqu'un qui est le plus jeune de votre gang, là, qui est né avec de la technologie dans ses mains, allez donc le voir pour dire, as-tu un 15 minutes pour me l'expliquer en individuel? Fait que, aussi dans les nouvelles tâches, d'aller chercher quelqu'un que lui, c'est sa force, puis de lui demander de vous aider à un moment, ça peut être aussi une bonne façon. OK. Trouve ton conteneur. Fait que je vois que là, dans le fond, bon, je suis déstabilisée, mais c'est pas grave. Je sors mon joker. Là, je pense que j'ai eu des mélanges dans mes tableaux, mais prenez ce que vous voulez, puis j'espère que mon message global va passer. Mais l'autre truc magique que j'aime, que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est je l'ai vu dans un podcast. C'est puis je vous ai mis le podcast à la prochaine diapo, puis je vais vous partager aussi un PDF de mes diapos avec là où il y a des ressources. Mais le grand principe que je veux vous parler, ça s'appelle en anglais le failure friend. OK? Puis je l'ai mis une image de conteneur. Fait que le failure friend, c'est un individu. Fait que c'est du 1 à 1. Puis c'est quelqu'un dans ton entourage que tu connais déjà. OK? Fait que c'est probablement que peut-être certains d'entre vous ont déjà leur failure friend sans qu'on le nomme failure friend. Puis c'est quelqu'un dans ta vie qui est disponible, puis qui sait ce que j'ai dit entre ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, fermer sa gueule. Fait que c'est quelqu'un qui sait te recevoir. Fait que c'est une personne que tu peux aller dire c'était pas génial, tu sais, aujourd'hui ma journée, ou c'était pas génial mon dernier coup que j'ai fait. Fait que c'est dans un contexte où il y a eu un événement indésirable dans ta journée ou un événement, dans le fond, qui t'a amené un peu de souffrance. Fait que c'est dans ce contexte-là que le failure friend a de l'utilité. Fait qu'il faut qu'il y ait un minimum de disponibilité parce que s'il est disponible dans un an, ben peut-être que là, dans le fond, ça n'aidera pas pour la situation que tu viens de vivre. Puis l'image du conteneur, là, c'est qu'il est assez grand, il est assez fort, puis il peut contenir. OK? Fait que le container, vu qu'on veut qu'il soit un peu gentil, on peut mettre des coussins dedans. Tu sais, comme il n'est pas très confortable en métal, là, mon image de container, mais mettons-y des coussins, des lumières blanches là, pour le décorer. J'ai souligné le prochain... fait que j'ai souligné le la prochaine caractéristique, c'est quelqu'un qui comprend ton contexte.
Si moi, ma difficulté vient, dans le fond, d'une espèce d'accumulation que je vis, qui vient de la situation au travail, puis le fait que je suis une mère de famille en même temps, probablement que c'est quelqu'un qui peut comprendre un petit peu ça, qui pourra m'aider. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vit exactement la même chose, mais si je vais parler à ma grand-mère de ma situation, tu sais, avec ma job, puis comment j'élève ma fille, bien, peut-être qu'elle va avoir les yeux écarquillés, puis elle va me dire pourquoi tu fais pas du sucre à la crème? Je dis, tu sais, fait que j'ai trouvé que quelqu'un qui comprend mon contexte a été plus aidant dans des situations comme ça. Et le plus important, puis ça va avec de contenir puis de fermer sa boîte, c'est de trouver quelqu'un qui ne va pas soit te raconter la même situation qui est arrivée pour elle, ou, dans le fond, qui ne va pas tenter de trouver de solution pour toi. Parce que de un, ça se peut que tu n'aies pas besoin de solution. Peut-être que c'était juste de déposer. Fait que quand quelqu'un te donne une solution, puis toi, tu avais juste besoin de te déposer, c'est comme si tu avais soif, puis quelqu'un te donnait un burger. Tu sais, c'est comme si ça te... Ou, tu sais, une galette végé, là, tu sais, comme, même si elle est bonne, la galette végé, tu avais soif, tu sais, puis là, tu as la bouche toute pâteuse parce qu'elle t'a donné une galette au blé végé. Fait que si vous voulez être, dans le fond, des failure fans aussi, c'est ça l'esprit derrière, de peut-être pas donner de solution parce que peut-être la personne n'avait même pas besoin, que la solution, c'était que vous l'écoutiez puis le prendre l'accueillir. Puis aussi, c'est que ça, des fois, ça l'invalide l'autre. Si je dis à quelqu'un... moi, je pense que tu devrais lâcher ça, puis faire ça, mais peut-être ça va comme, peut-être que c'était pas la bonne idée, puis elle va vouloir faire exactement le contraire de ce que j'ai dit, ou peut-être que ça l'invalide la personne comme si elle a besoin des autres pour trouver ses solutions. Vous comprenez le contexte. J'ai trouvé une image pour la suite. Fait que pour vous parler d'autres outils utiles. J'avais vu passer ça dans mon fil Facebook et ça m'avait fait bien rire parce que c'est à peu près ça que j'ai dans mon coffre à outils chez nous, là, du WD-40. Un tournevis aussi, là, je vous dirais tournevis, du bon duct tape. Puis, fait que on est capable de faire pas mal d'affaires chez nous avec ça. Je trouvais ça bon de dire, dans le fond, c'était-tu supposé bouger? Non, OK, oui. Puis après ça, dans le fond, d'avoir une solution qui est spécifique. Fait que je vous ai fait un algorithme pour la souffrance, OK? Fait qu'au lieu de dire ça devait-tu bouger, fait que la première question, c'est y a-t-il de la souffrance? OK? Je vais commencer à gauche. Fait que y a-t-il de la souffrance? Non. OK. Devrait-il y en avoir? Fait que non. OK. Fait qu'il n'y a pas de problème. Puis là, je me dis, si en ce moment, là, vous êtes là-dedans, là, profitez-en. OK? On n'est pas obligé d'être tous en déséquilibre en même temps. Puis probablement que vous avez soit vous étiez en équilibre, puis vous êtes resté en équilibre, soit que les stresseurs, vous les avez coupés, soit que ce stresseur-là, c'est pas lui qui vient vous poser le piton, mais tant mieux, tu sais, puis je me dis, si on n'est pas tous en déséquilibre en même temps, ben ça fait qu'on peut s'aider aussi, tu sais, fait que s'il n'y a pas de problème, puis il ne devrait pas y en avoir, ben enjoy, là, tu sais, prenons notre café, puis, tu sais, profitons, puis continuons. Fait que ça, c'est la partie à gauche. J'ai mis en blague, tu sais, dans le fond, devrait-il y en avoir? Parce que je me suis dit, si la personne pense qu'il n'y a pas de problème, mais tout le monde autour de lui souffre, puis, tu sais, son conjoint, sa conjointe veut le quitter, ses enfants sont plus capables de l'entendre, puis des fois, je me dis, ben là, il devrait peut-être y avoir un petit peu de souffrance, mais c'est un peu pour faire un clin d'œil. Fait que si il n'y a pas de souffrance, mais tout le monde autour de vous souffre, puis un moment donné, vous allez souffrir aussi. Si mon chum souffre, mes enfants souffrent, mes amis souffrent, un moment donné, je vais me retrouver toute seule, puis moi, je vais souffrir. Fait que si vous n'êtes pas en souffrance, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de souffrance qui peut vous amener de la souffrance plus tard, des fois, je pose la question dans ma tête ou avec les gens, y a-t-il un problème qui est caché, en fait, ou projeté aux autres? Fait qu'il y en a que c'est, dans le fond, j'ai été dans des grands termes, là, tu sais,
j'aurais pu des problèmes de substance, des fois qui sont plus cachés, des problèmes d'argent, des problèmes d'agressivité, violence. Puis, s'il n'y en a pas, fait que, ben, probablement qu'il y a du fine-tuning à avoir parce qu'il y avait des gens qui souffraient. Puis, s'il y a des problèmes, ben, ça prend un spécialiste. Là, j'ai mis le mécanicien. Puis ici, ça prend un check-up. Ah ouais, c'est ça, je l'ai appelé mon check-up. Parce qu'on... De l'autre côté, fait que si il y a de la souffrance, puis tu te regardes, hein, puis tu te dis, je comprends même pas, tu sais, comme pourquoi, mais je souffre, tu sais, il n'y a personne qui peut te dire, tu souffres pas, là, tu sais, tu souffres, mais tu comprends pas. Peut-être tu as besoin d'un check-up, quelqu'un qui explore, tu sais. Bon. Ensuite, s'il y a de la souffrance, puis là, tu sais pas mal, dans le fond, pourquoi il y a de la souffrance, là, tu sais, tu comprends un peu le contexte. Là, tu te demandes, est-ce que cette souffrance-là est prolongée ou elle a un impact fonctionnel ou relationnel? Fait que là, si oui, va donc faire un check-up complet. Puis s'il n'y a pas de souffrance prolongée, dans le fond, il n'y a pas d'impact fonctionnel ou relationnel, fais donc juste mets un peu d'huile. Fait que je vais vous décrire, dans le fond, des ressources qui font pour moi dans le fond, l'évaluation, fait que la réparation, tu sais, comme plus un spécialiste, puis un peu d'huile. Fait que je commence avec un peu d'huile, OK? Fait que le WD-40, pour moi, c'est tout ce que vous m'avez aussi nommé, là, tu sais, comme le plein air, la musique, aider les autres, rien faire, tu sais, c'est tout ça, OK? Ici, je vais voir qu'est-ce que j'ai mis, là, puis, fait que, un concept peut-être dans le rien faire, tu sais, je pense, c'est de faire un arrêt, tu sais, soit le time-out, le stop, prendre des journées de congé. Des fois, on n'a pas le temps, ou en tout cas, fait que, des fois, sans prévoir d'avance, ça l'aide, ça, par exemple. Moi, j'ai déjà prévu pour avril là, des moments de congé. Mais si c'est, dans le fond, des fois, le time-out qu'on a besoin, il n'est pas besoin d'être une semaine. Tu sais, mon meilleur exemple, je trouve, c'est les punitions au hockey. Tu sais, les gars, là, ils veulent s'arracher la tête. Là. Tu mets 2 minutes sur le banc, tu mets pas 24 heures, 2 semaines, tu sais, 4 mois. Ils sont 2 minutes sur le banc. Après ça, ils reprennent le jeu à la fin. Là, s'il fallait qu'ils se donnent la main, ils se donneraient la main. Fait que des fois, le time-out, aussi court peut-il être, dans le fond, est efficace. Ça, c'est pour la colère, entre autres, avec les joueurs de hockey. J'aime aussi, on parle de plus en plus d'un concept de transition, tu sais, de dire, OK, ben je pense en pleine conscience, peut-être des thèmes de pleine conscience. Quand je passe d'un client à l'autre, d'un patient à l'autre, juste de savoir, OK, là, j'ouvre ma porte, là j'ouvre, puis je vais aller chercher quelqu'un d'autre, je suis en transition. Fait que je passe d'un état que j'étais, puis là, je sais que je vais aller recevoir quelqu'un d'autre, je me fais juste me le dire, puis le symbole, la porte, la poignée, me fait faire ma transition. Je regarde le temps, voir si je suis toujours... Oui, c'est bon. Laisser sortir la vapeur, tu sais, fait que je vais répéter là, la même phrase, c'est que il y a dans le fond, toutes les émotions sont, dans le fond, sont valides ou valables. C'est les comportements des fois qu'ils ne le sont pas, mais laisser sortir les émotions, ça fait partie aussi dans le fond, de la nature, là, tu sais, si on est en colère, puis on le fait, tu sais, comme on le dit jamais, ou on le fait jamais sortir, ben ça s'accumule, puis ça fait le presto. Tu sais. Fait que dans l'image du presto, à un moment donné, il faut qu'il y ait un petit peu de vapeur qui sorte, parce que sinon, ben, elle va sortir d'une autre façon, puis peut-être moins adéquate que si on l'avait laissé sortir au fur et à mesure. Je pense que c'est encore Sonia Lupien qui a relaté la durée d'une émotion primaire, tu sais, comme la tristesse, la colère, la honte. Il y avait, je pense, interviewé des adolescents, puis ils avaient suivi dans le temps. Puis les émotions en tant que telles duraient quelques heures à quelques journées. Des fois, c'est quand on s'accroche à ces émotions-là, puis c'est plus, je pense, après ça, c'est le hamster qui joue plus que vraiment nos guts, puis tout ça, là, qui font perpétuer l'émotion, mais l'émotion en tant que telle, j'étais surprise. La honte, c'est celle qui partait une des plus vite en quelques heures, puis la tristesse, c'était celle qui était le plus longue à partir quelques jours.
Puis je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est quand on est en deuil, tu sais, comme l'espèce de tristesse, de trou en nous, tu sais, quand on est en deuil, elle dure plus qu'une couple d'heures, mais elle finit par partir, tu sais. Aussi, genre, dans le fond, même si on aimait la personne, tu sais, on n'est pas obligé d'être toujours en douleur, puis si on la vit, puis des fois, elle réussit à finir à s'atténuer. OK. Après le presto, puis laisser sortir la vapeur, n'importe quelle activité dans laquelle il y a un flow. Fait que c'est pour ça que dans vos exemples, j'essayais de le nommer, tu sais, la cuisine, la peinture, le jardinage. Il y en a que ça va être réparer des bidules, là, tu sais, je pense que tu rentres vraiment dans un processus quand tu répares, quand tu crées, puis quand tu tricotes, des fois, quand tu parles à quelqu'un de quelque chose aussi, il y a comme un flow. Fait que n'importe quelle activité dans laquelle il y a un flow, c'est celle-là qui va être bonne pour vous. Puis ça se peut que c'est pas dans le fond, des exercices de yoga pour vous. Ça se peut que ça vous rende fou du yoga, tu sais, mais personne n'est obligé de faire du yoga. Mais si le yoga, c'est bon pour vous, go! Mais si c'est pas bon pour vous, mais fait que, dans le fond, gossez du bois ou faites autre chose. J'avais vu un prof du cégep qui avait la zoomite, là, les 40 des zooms, puis sûrement que c'est vraiment difficile pour lui à gérer. Puis comment il avait trouvé, c'est qu'entre ses cours, il descendait dans sa cave, puis il classait ses vis. J'ai trouvé ça magnifique. Puis maintenant, quand je défais mon lave-vaisselle ou je place mes affaires, je pense à lui, puis ça me fait du bien. OK. L'autre truc que je voulais offrir là, dans le fine-tuning, c'est dans ceux que sous stress qui prennent encore plus de travail, tu sais, qui vont se commettre à des choses, oui, je vais le faire pour demain, oui. Puis là, ça fait genre travailler, fatiguer, douter, travailler. Mais il y a comme quelque chose de très simple, là, tu sais, c'est des fois dire non quand c'est accessoire ou quand c'est pas dans les priorités. Fait que ce que j'ai remarqué qui marche bien, c'est que tu dis non, puis tu plugues quelqu'un d'autre qui peut le faire. Fait que là, la personne qui t'a demandé, tu ne la laisses pas en plan, puis tu espères que l'autre, qu'elle a vu la même présentation que toi, puis qu'elle pourra dire non si elle était surchargée. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens, dans le fond, ils vont le faire automatiquement, aller chercher quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, il y a je suis sollicitée pour des choses, puis je me sens mal de dire non, puis je me rends compte que, dans le fond, la minute d'après, ils sont allés demander à quelqu'un d'autre. Tu sais, fait que, pas la grosse, tu sais, comme. Puis moi, je me sentais toute mal de dire non. Là, mais... Fait que non, merci, peut-être quelqu'un d'autre, ou juste non, peut-être un jour, je vais être capable de dire juste non, merci, puis mettre un point après ça. Fait que. Après ça, c'est, tu sais, je vous ai dit que sous stress, des fois, on pouvait blâmer les autres, puis de faire attention parce que des fois, quelqu'un qui est plus nouveau, tu sais, plus hiérarchiquement dans le travail, dans le fond, dans une zone plus basse que nous, des fois, on pourrait avoir une tendance à pouvoir les blâmer. Bien, faisons le contraire, puis faisons un compliment à chaque nouveau collègue qui est là, à chaque stagiaire. Il faut qu'il soit ressenti, là, parce que sinon l'autre, elle le sent bien, mais n'importe quelle petite affaire que vous sentez que vous êtes en intégrité là, pour le dire, là, fait que faites-le. C'était dans le fond, quand on disait gagnant, quand on aide les autres, on s'aide. Puis des fois, c'est que ces gens-là sont plus sous stress que nous, parce que quand on regarde le ciné, là, ceux qui rentrent dans le fond, dans des équipes en ce moment, c'est encore plus nouveau pour eux, puis ils peuvent sentir comme s'ils sont encore plus perdus. Peut-être tout le monde est perdu, tu sais, mais peut-être que c'est le meilleur moment pour entrer dans des équipes, en autant que tu saches ça. Là. Tout le monde est perdu, mais tu penses que tu es nouveau puis que tu es encore plus perdu. Fait que sont sous stress, ces gens-là. Puis on ne veut pas amener les gens sous stress parce qu'ils ne vont pas nous livrer le meilleur. Fait que c'est quasiment, tu sais, dans le fond, gagnant pour nous aussi, là, tu sais, dans une entrevue, là, tu sais, à moins que vous aimiez ça, le bad cop, bon cop, mais on veut quand même au début faire émerger le meilleur de ce que la personne peut être. Là. Fait que si on le met sous stress, anyway, elle ne sera pas dans son meilleur pour faire notre travail d'équipe. Fait que faites des compliments. Puis des fois,
il y avait une thérapeute qui m'avait dit à un moment donné, peut-être te faire des compliments à toi-même, tu sais, pour ce que tu fais, ça va être trop dur, tu sais, parce que il y a une fonction critique en moi, tu sais, mais commence par apprécier le travail des autres, puis peut-être à un moment donné, tu vas avoir la bienveillance de, quand tu feras des bons coups, dans le fond, de te faire une tape sur le côté. Fait que même des fois, peut-être c'est plus intuitif pour vous anyway de faire des compliments à d'autres, puis peut-être qu'un jour, ça va vous amener une certaine forme de bienveillance aussi envers vous-même. OK, fait que ça, c'est le WD-40, puis avec tous les exemples que vous m'avez donnés, je vais les rajouter là, dans mes futurs diapos ou dans mes exemples pour bonifier. OK. Là, l'autre, c'était c'est que tu étais souffrant, mais tu ne savais pas trop pourquoi, puis ou tu n'étais pas souffrant, mais tu devrais l'être. Fait que j'ai appelé ça un full check-up. Mais c'est pas tant un full check-up, c'est que c'est quand on ne le sait pas, ben, d'où vient le problème, on peut faire un full check-up, puis le mécanicien va nous dire, ben, c'est le. Je ne sais pas, là, je ne suis pas bonne, je vais dire c'est les freins, là, c'est les freins. OK. Mais une fois qu'on sait que c'est les freins, ben, il faut mettre de l'argent sur les freins. T'sais. Fait que des fois, je trouve que les gens, ils viennent me voir ou ils me disent des choses, mais que c'est peut-être pas la bonne personne pour le bon problème. Il faut trouver le plus gros problème parce que si on a des problèmes d'argent, puis dans le fond, je ne gère pas ma plus grosse dépense qui est mon logement, dans le fond, ou mes grosses dettes avec plein d'intérêts, même si j'économise sur mon épicerie ou sur mes sorties, je vais stresser quand même. Fait que c'est comme s'il faut un moment donné saisir puis, ou se faire aider avec dans le fond, un mécanicien, une psychologue ou quelque chose pour savoir un peu c'est quoi la zone ou n'importe quel thérapeute qui peut vous aider à voir ça serait quoi d'où vient la souffrance. Puis après ça, adresser ça de façon prioritaire. Fait que si c'est de l'argent, dans le fond, il y en a qu'ils finissent par faire une faillite pour être soulagé après. Ben, je souhaite à personne de faire une faillite, mais si c'était l'argent le problème, ben il faut regarder avec quelqu'un qui est bon en comptabilité ou un comptable ou des organismes là-dedans. Si c'est le couple, le problème, même si on travaille notre résilience ou si on fait du yoga, ben, ça se peut qu'on soit stressé quand même tout le temps parce que ça reste que c'est prédominant dans notre vie, notre couple. Fait que si c'est le couple le problème, ben, peut-être l'adresser avec des thérapeutes, de la méditation, un sexologue. Ensuite de ça, moi j'aime beaucoup, en fait, il y a des références des gens qui sont là. Puis chacun, on a nos embûches à savoir il y a dans le fond, nos embûches pour consulter, mais je vous dis qu'est-ce qui est là. Fait que le programme d'aide aux employés, c'est quelque chose qui est souvent présent, qui est accessible. Les médecins de famille, on n'a pas toujours un, mais il y a des lignes maintenant, là, je trouve que c'est pour avoir des rendez-vous, des fois, si on n'a pas de médecin de famille, ça s'améliore. Un médecin de famille, c'est une bonne ressource. Là. Il traite 90% et plus des enjeux de santé mentale, puis sont bons. OK? Des psychologues, c'est génial, comme ou n'importe quel psychothérapeute, quand on ne sait pas c'est où le problème, puis qu'on a besoin d'un espace neutre, puis quelqu'un qui a de l'expérience, des psychologues, c'est pas mal ça, ou les psychothérapeutes, c'est ça leur job. Des lignes d'aide, c'est disponible, fait que si on a besoin d'une disponibilité, ben il y en a, avec des lignes d'aide. Fait que je vous ai mis les numéros classiques, là, je vous dirais. Puis, je vous ai mis des lectures qui m'ont été inspirantes. Comprendre ces schémas, c'est pour nos vulnérabilités au niveau de notre personnalité. Puis, je suis tombée sur Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir que j'ai eu un petit coup de cœur, fait que je vous l'ai mis. Donc, ça, c'était pour le full check-up. Puis, un peu mon image du mécanicien, là, dans ma diapo ici, c'est en fait, c'est qu'une fois que tu as trouvé le bon problème, ben, de l'adresser à la bonne personne d'aide. C'est un peu ça mon principe.
Fait que je fais une transition vers la fin, fait que je m'approche de la fin. Fait que je sors de mon chapeau de conférencière sur le bien-être, puis je prends mon chapeau de chercheur. Fait que j'ai fait je suis dans mon bureau, là, puis il y a quelqu'un en communication qui m'avait fait un beau, dans le fond, une belle affiche. J'ai fait un projet de recherche qui s'appelle Burnout. J'avais déjà, ça fait 3 ans que je travaille ici à l'Institut de cardiologie comme psychiatre et chercheur. J'étais à moitié de mon temps comme chercheur, moitié de mon temps comme psychiatre. Puis, j'avais des projets qui roulaient, puis d'autres idées de projets. Puis, il y en a un que je me suis dit, hey boy, il s'adapterait tellement bien pour les professionnels, pour les travailleurs de la santé. Puis, j'ai demandé conseil à mon directeur de mon centre de recherche. J'ai dit, j'ai une idée, es-tu bonne? Parce que si, dans le fond, elle est bonne, ça me prend du soutien, puis je vais dépenser beaucoup d'énergie. Fait que j'aimerais ça, dans le fond, avoir un son de cloche si c'est une fausse bonne idée ou une idée folle ou une idée qui est valable. Fait qu'il m'a dit, vas-y, fais ça vite. Fait que, dans le sens qu'il y a comme des fois des timings qui sont meilleurs que d'autres pour lancer des projets. Là. Timing is everything. Fait que quelques semaines après le début de la pandémie, je me suis lancée dans un projet. Puis, un projet qui est en cours. Là, le recrutement est fini. On a recruté 564 personnes, puis il y en avait encore plus qui étaient intéressés, mais il y avait des bugs au niveau de notre inscription. Les courriels s'en allaient dans les indésirables. C'était triste à voir, mais en tout cas, ça a eu un succès, un grand succès. Fait qu'on on a recruté 564 personnes en, je pense, 13 en quelques jours, en quelques semaines. Puis, on fait 2 sondages pour sonder comment les gens vont au niveau de leur santé organisationnelle, du burn-out, puis au niveau des symptômes d'anxiété, de stress post-traumatique, puis de dépression. Puis, oui, on veut sentir le pouls, mais au-delà de ça, moi, le but, c'était de trouver quels sont les facteurs protecteurs puis les facteurs à risque pour pouvoir développer des interventions ciblées. Fait que notre proposition, c'était d'identifier rapidement des facteurs modifiables qui étaient associés au burn-out. Puis dans les facteurs, il y a plusieurs grandes dans le fond, la tarte est grande. Il y a des facteurs individuels, il y a des facteurs organisationnels, il y a des facteurs professionnels. Puis, on a rajouté une touche qui était plus sexy, puis je pense qu'il a fait lever aussi notre projet. C'est qu'on a rajouté une touche biologique, c'est qu'on a récolté plus que 400 mèches de cheveux de nos participants, ceux qui avaient assez de cheveux. Là, il y avait des hommes qui en avaient moins, des femmes qui avaient des cheveux plus courts. Il y en a qui n'était pas possible, il y en a qui ne voulaient pas. Mais on a récolté beaucoup de mèches de cheveux, puis on les a récoltées à un moment très clé dans le fond de la pandémie. C'était à 3 mois après le début de la pandémie. Puis, je vous explique un peu le principe, c'est que ceux qui pouvaient me donner 6 cm de cheveux m'ont donné, dans le fond, ont partagé pour la recherche 6 cm de cheveux. C'est une mèche qui est assez grosse, fait que ça prend un peu de volonté, là, mais je remercie tout le monde qui l'a fait. Fait que ceux qui pouvaient donner 6 cm de cheveux ont donné 6. Ceux qui pouvaient, c'était minimum 3 cm ou 6. Fait que ceux qui ont donné 3 cm de cheveux, on est capable, c'est nouveau, là, on est capable de mesurer le cortisol, c'est l'hormone du stress dans le cheveu, puis c'est à peu près 1 cm par mois. Fait que quand j'avais le premier 3 cm proche de la racine, fait que je vais avoir des mesures du cortisol du 13 mars jusqu'au 13 juin. Fait que les 3 premiers mois de la pandémie, dans le fond, quand les gens étaient, dans le fond, en adaptation constante, on va pouvoir mesurer le cortisol de leurs cheveux. Puis chez ceux qui m'ont donné, dans le fond, qui ont donné au projet 6 cm, ces cheveux-là étaient plus vieux ici, là, entre le 3 et le 6, c'était des cheveux qui avaient poussé avant que la pandémie se déclare. Fait qu'on va pouvoir regarder leur niveau de stress par le cortisol dans les cheveux, qui a des limites, mais que ça va être intéressant quand même, qui est le niveau de stress qui est accumulé avant la pandémie. Fait qu'on va pouvoir, je pense, donner plein de belles pistes de réflexion, tant au niveau des facteurs modifiables, puis au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe. Les résultats de 3 mois
au niveau, il y avait deux sondages à 3 mois, puis à 12 mois, on arrive bientôt à la phase 12 mois. Fait que s'il y en a d'entre vous là, qui étaient participants, vous allez recevoir des courriels pour vous rappeler que, dans le fond, il y a un deuxième et un dernier sondage qui va être fait. Puis, je suis en train d'écrire les articles pour les résultats de 3 mois, mais ils n'ont pas encore été acceptés pour publication, fait que je ne peux pas en parler. Mais j'ai très hâte de pouvoir en parler, dans le fond, puis de partager ça avec les gens. Fait que ça, c'était mon chapeau, en fait, chercheur. Puis, je vais aller pour la dernière diapo, fait que de vous remercier, puis de remercier, dans le fond, fait que des choses qui m'aident personnellement ou qui m'ont aidé dans ma vie. Fait que, et puis, c'est maintenant que peut-être je vais utiliser, prendre l'aide d'Émilie pour qu'on puisse échanger. Oui, merci. Merci pour cette belle présentation, très intéressante. Et puis tous les partages aussi des personnes présentes. Vraiment, ça fait du bien aussi de voir ce que les autres font. Juste, on va voir si des questions. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou donc à l'onglet questions-réponses. Il y a eu un commentaire aussi qui a été fait par rapport au service, aux références d'aide, qui précisait, Sarah qui précisait qu'il y a aussi les organismes communautaires et les intervenants, intervenantes qui peuvent aussi être un soutien. C'est une force immense, tu sais, dans le fond, parce que c'est comme une force, la communauté, là. Puis qu'il y a des disponibilités, puis de l'accès, fait que c'est précieux. Alors, en attendant que si les gens posent des questions, moi, je vais mettre le lien aussi, comme faire un sondage si les gens, plus tard. Donc, si les gens veulent répondre aussi au sondage, ça nous aidera. Juste prévenir les gens du chat. Je vois qu'il y a une question. Je vois dans le chat aussi, Émilie, je vais la lire. Avez-vous des trucs pour décrocher du travail, pas amener mon travail à la maison? Tu sais, je pense que c'est le concept de transition. J'ai vu dans des hôpitaux qu'il y avait une grosse pancarte. Puis la pancarte, là, disait « Attention, tu sors de tu sais, comme tu es en train de sortir là, de l'hôpital. » Fait que c'est comme s'il te rappelait que tu étais en transition. Puis il disait OK, rappelle-toi, tu sais, une chose qui a moins bien été aujourd'hui, une ou deux choses qui a bien été, puis après ça, qu'est-ce que tu as le goût de faire chez toi comme petit plaisir? Fait que c'était juste un rappel pour dire que tu es en transition. Puis peut-être le fait qu'il nomme les choses, peut-être que c'est, oui, on va le nommer qu'il y a quelque chose qui était là qui pouvait nous avoir buggé de la journée. Vu qu'on le nomme dans notre tête, peut-être qu'il peut se déposer puis qu'on peut passer à la prochaine étape de faire notre job notre deuxième chiffre, là, selon chacun c'est quoi notre deuxième chiffre rendu à la maison. Fait que ça, c'était une idée. Puis je pense que pour tous ceux qui travaillent en télétravail, d'essayer de scinder les milieux de travail, là, comme si vous... ben, il y en a qui n'ont pas besoin, là, mais qui peuvent travailler sur la table de cuisine, mais peut-être d'enlever l'ordi à la fin juste pour éviter les rappels ou... je pense que la plus grande difficulté, c'est nos cellulaires, là, comme comment ne pas regarder nos courriels, comment se faire une discipline pour ne pas regarder les hints là, qui nous rappellent au travail. Je pense que le plus gros défi, c'est aussi au niveau de la gestion de notre cellulaire. Il y avait aussi une question qui avait été combien de temps dure en moyenne un burn-out? OK. Par rapport au burn-out. Je pense que tu te sens pas bien, peut-être tant que l'élément peut-être n'a pas été géré, mais en fait, la réponse, c'est que je ne le sais pas. Vu que. Puis, mais je me dis, peut-être que la souffrance est là tant que ça n'a peut-être pas été géré ou tant que peut-être par soi-même, on ne se dégage pas de tout ça, mais à vrai dire, je ne le sais pas. Alors, on a Luc Bélanger qui demande « Je reçois des clients qui ont perdu beaucoup de leurs cheveux durant la pandémie. Est-ce un symptôme de stress intense ?»
Il y a il y a fait que je ne sais pas précisément, OK, mais il y a un principe en recherche qu'on appelle ça un biais d'observation, c'est qu'on va remarquer plus de choses s'il y a quelque chose de fort qui vient de nous arriver. Fait en pandémie, tu sais, comme on va encore plus remarquer on peut remarquer quelque chose qu'on aurait moins porté attention s'il n'y avait pas eu l'aspect de stress. Puis les stress, les cheveux, il y a beaucoup d'aspects hormonaux, mais puis des fois, il y a certains, je pense, médicaments qui peuvent jouer, mais là, ça serait plus de la dermato que ça. Fait que je ne pourrais pas répondre, mais... Ouais. Parfait. Alors, ça, il y a beaucoup de questions qui passent en même temps sur le chat et sur le... Ouais. Moi, je vais être sur le chat, Émilie, un peu. Fait que Génial. Okay. Comme ça, moi, je vais être sur les questions-réponses. Donc là, il y avait une autre question. Merci pour le signe. Vous avez donné des façons d'y remédier pour le C et pour le E. Avez-vous des exemples pour l'imprévisibilité, le I et le N? OK. L'imprévisibilité, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que on n'est pas tant imprévisible, puis la vie n'est pas tant imprévisible qu'il y a des choses qui se répètent. Fait que si, tu sais, comme je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui répond au téléphone pour une ligne d'aide, tu sais, c'est imprévisible la charge de travail qu'il va avoir cette journée-là. Un petit peu, on ne sait pas s'il va avoir beaucoup d'appels ou pas beaucoup d'appels, mais peut-être de le noter pendant 2 semaines, tu sais, de dire, OK, là, je ne sais jamais trop comme c'est que ça va être quoi, tu sais, le nombre d'appels. Fait que pendant 2 semaines, tu fais un fichier Excel. Puis tu vas voir que ça va bouger, mais il y a toujours une fenêtre à peu près, c'est toujours entre 5 et 15. Puis en moyenne, c'est 7. Fait que je pense que de se mettre à observer puis noter ce qu'on trouve imprévisible, on finit par avoir un range. Puis des fois, dans l'imprévisibilité, un truc que j'avais vu, c'était qu'on ne peut pas, si on a une job imprévisible ou une journée imprévisible, on ne peut pas être au quart de tour en termes de notre agenda. Il faut se laisser des blocs d'imprévisibilité. Fait qu'il faut se laisser 1 heure dans notre agenda de genre d'imprévisibilité, qu'on marque ça parce que si c'est imprévisible, puis on a booké de mur à mur les clients, les rendez-vous, tout ça, ben on va se sentir tout le temps sous stress. Fait que de se laisser peut-être des blocs d'imprévisibilité dans l'agenda, ça peut aider. Puis après ça, de surveiller. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a un pattern, en tout cas dans mes imprévisibilités à moi, il y a un certain pattern qui revient où il y a un max, un min. Comment ne pas utiliser la stratégie d'évitement ou peut-être moins l'utiliser? Fait que moi, je pense qu'il faut que tu regardes si c'est après. Tu sais, comme l'évitement, c'est qu'on évite une situation stressante. Fait que de savoir, premièrement, c'est quelle situation stressante qu'on évite en ce moment. Faut qu'on se demande, c'est-tu notre bataille aujourd'hui, tu sais, comme en ce moment? Parce que ne pas utiliser notre coping qui est l'évitement va vous demander de l'énergie, OK? On est tous un peu fatigués ou, tu sais, on a une accumulation. Donc, je pense que la première question à se poser, c'est-tu une bataille qu'on veut faire en ce moment? Tu sais, fait que si on évite quelque chose qui va devenir un problème, tu sais, c'est nos responsabilités, tu sais, ça lié dans le fond, ça a l'impact au travail, dans notre couple, nos enfants ou des gens proches ou notre argent. Je pense que là, ça vaut la peine d'aller se trouver un coach pour s'exposer doucement puis affronter l'évitement, aller au-delà de l'évitement. Puis si c'est quelque chose, dans le fond, qu'on évite, mais qu'en ce moment, c'est peut-être pas notre bataille, la peur des chiens ou, là, ou autre, peut-être que je le laisserai à plus tard, puis que je garderai l'évitement, parce qu'on ne peut pas tout affronter nos batailles, surtout dans un contexte de pandémie, puis qu'on est isolés les uns des autres. Là. Tout à fait. Il y a des questions comme des deux côtés. Alors, je vais prendre une des questions du chat qui était comme on revient par rapport au burn-out, et on demande est-ce qu'un burn-out évolue plus souvent vers une dépression ou un trouble anxieux ou un trouble d'adaptation?
OK. Écoute, ça, c'est la question du siècle, là, tu sais, comme dans le sens qu'il y a une grande polémique. Est-ce qu'il y a des clairement, il y a des chevauchements en termes de symptômes entre le burn-out et la dépression parce que l'épuisement, tu sais, puis la fatigue, c'est comme deux critères, là, tu sais, fait qu'il y a il y a un chevauchement dans, dans les définitions. Dans les études, c'est comme quand même deux entités. Tu sais, le cortisol ne serait pas pareil en burn-out qu'en dépression. Les facteurs, tu sais, comme le sexe, c'est des fois un facteur de risque en dépression, ça ne l'est pas en burn-out. Fait que ça, dans le fond, il y a une polémique à savoir est-ce que s'il y a un chevauchement. Fait que s'il y a un chevauchement, c'est sûr que tu sais, quand tu te sens en burn-out, tu pourrais être tu sais, comme à risque des autres. Mais ce que je pense, c'est que ça peut être quand même deux choses vraiment différentes. Puis le burn-out, c'est qu'il faut vraiment le voir avec au niveau de notre organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour diminuer notre stress au niveau de l'organisation? Fait que je ne suis pas, dans le fond, fait que j'ai pas de réponse pure, mais il est possible que ça glisse pas d'un à l'autre nécessairement. Alors là, on va prendre une question de Kathleen qui demande pour l'exposition graduelle. Oui. Avez-vous des pistes pour travailler une résistance d'une personne à s'exposer de façon graduelle à une situation anxiogène lorsque la personne craint trop d'aller vers l'objectif final? Alors, elle donne un exemple. Elle évite la première étape, même si elle n'est pas si anxiogène, car elle sait que cela la rapproche d'affronter sa peur et sa phobie. OK. Précis. Ouais, OK, c'est comme un tour, là, tu sais. On dirait que je pense que je ne vais pas répondre, puis c'est plus, tu sais, dans le fond, peut-être d'aller chercher une supervision, puis de regarder l'ensemble de la situation, puis peut-être de soi, comme thérapeute, s'aider d'un superviseur pour sortir, parce que c'est comme une impasse, là, je le comprends bien, là, mais je vais éviter de répondre à des situations cliniques plus cas par cas. Parfait. Juste répondre, j'ai plusieurs personnes qui me demandent, donc effectivement, vous allez tous avoir accès par courriel suite à la présentation au lien pour revisionner le vidéo. Donc, l'enregistrement, vous allez le recevoir ultérieurement. Juste répondre à cette question qui revient. Alors, dans le chat, nous avons une personne qui demande, c'est Lucille, avez-vous des indications particulières pour gérer le stress des personnes âgées? Ouais. OK, c'est particulier. touchant, ça, c'est touchant. Ouais, c'est vraiment touchant. Puis, dans le cas des personnes âgées, des fois, il y a aussi, qu'est-ce qui vient un peu jouer, c'est qu'avec l'âge, on perd notre capacité des fois à apprendre des nouvelles choses ou à s'adapter. Fait que ça vient encore plus peut-être fragiliser certains. Mais peut-être que vous l'avez déjà fait, là, mais je vais réutiliser quelque chose qui est. J'espère que c'est pas trop évident, là, mais je pense que d'aller utiliser leur force antérieure, à savoir, est-ce qu'ils ont déjà passé des épisodes difficiles avec des familles nombreuses, dans des contextes sociaux économiques difficiles, des phases politiques plus dures, puis comment ça se gérait dans leur temps. Fait que j'aurais tendance, là, dans le fond, à retourner dans leur passé, puis à faire ressortir leurs ressources dans ce temps-là. Mais effectivement, la santé mentale et le vieillissement, c'est un sujet que nous, à l'association, nous abordons dans le cadre de nos programmes. C'est des particularités, effectivement, qui sont liées tant au vieillissement de la personne, qui peuvent avoir des impacts, justement, sur la santé physique, la santé psychique, la santé globale. Et c'est de pouvoir, justement, donc c'est vraiment des situations qui sont très particulières pour les aînés, pour justement observer les signes pour pouvoir y répondre le mieux en fonction de différents facteurs qui peuvent influencer la santé mentale, mais aussi la santé globale des aînés.
Donc c'est vrai que là, on était vraiment axé sur la santé mentale au Ah travail ouais, et mais c'est vraiment un public qui nécessite vraiment, effectivement comme des s'ils ont une accumulation de stresseurs, ils ont la perte physique aussi, tu sais, comme le vieillissement avec les pertes physiques associées. puis l'impact de la pandémie qui a aussi un Ouais, impact très particulier sur ces ouais, populations qui sont les premières ouais, victimes. Donc c'est vrai que c'est tout ouais. un sujet à part en soi. Mais c'est Que très, nous ouais. l'avons dans notre ordre de service à la CSM justement pour, parce que c'est vraiment un sujet important. Alors il y a des gens qui étaient intéressés à venir faire tester leurs cheveux pour votre étude si vous avez besoin, Ah, pour les taux de cortisol et ok. Ouais. c'est Pour vrai que l'instant, c'est intéressant de pouvoir, ouais, jauger son ouais. niveau. On demande aussi, est-ce que prendre un verre de vin ou une bière en rentrant du travail le soir est une stratégie d'évitement d'après vous? OK. On dirait que l'alcool est devenu acceptable. Ben, tu sais, comme on dirait que tout le monde a dit, OK, là, on accepte qu'on boive un peu plus. Pendant la pandémie, tu sais, ils laissaient les SAQ ouverts comme quasiment des commerces essentiels. Puis, moi, dans le fond, ma réflexion par rapport à ça, c'est d'observer nos propres habitudes. Parce que si avant la pandémie, on buvait juste telle quantité, tel jour de la semaine, puis on s'est mis à, dans le fond, changer nos habitudes, fait que c'est juste intéressant à voir, premièrement. Puis si on n'a pas de problème, si on n'est pas stressé, comme si on n'a pas stress, si on ne se sent pas en problématique, ben les gens ont peu de motivation à changer leur habitude de vie s'ils ont comme pas de problématique. Mais si on se sent dans une problématique de fragilité, ou de découragement, puis qu'on a remarqué que notre pattern d'alcool a changé, bien, on peut juste réfléchir à savoir si en fait, c'est un autotraitement ou pas qu'on est en train de se faire. Puis des fois, dans le fond, c'est pas tant changer, mais de commencer juste à le réaliser, puis de voir si, tu sais, dans le fond, ça vient combler quoi, ça vient apaiser quelque chose. Puis est-ce que si je le prends pas, est-ce que ça aurait pu passer de soi-même ou si ça passe pas, fait qu'il faut que je fasse je fasse un autre mode de coping à la place, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est plus de l'observation, puis puis après ça, de faire un statut, à savoir si on veut le modifier, si ça a des impacts. Puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que si on prend de l'alcool le soir, ça va des fois induire pour certains de l'insomnie terminale. Fait qu'on s'endort bien, mais on se réveille à 3-5 heures, puis on ne se rendort plus. Fait que faites juste surveiller. Si jamais vous avez comme un insomnie terminale qui s'est développée, puis ça coïncide avec une augmentation de votre prise d'alcool, vous pourriez surveiller si de baisser, si ça améliore pas votre sommeil. Fait que ça, c'est mes réflexions par rapport à l'alcool, mais fait que plus une observation plutôt que de se mettre à s'auto-flageller ou à juger. Ouais. Mmh. Puis ce qui est aussi important, c'est de se dire que les stratégies aussi, elles peuvent être se succéder. C'est qu'on peut avoir une stratégie d'évitement pour un certain temps, puis après avoir une Ouais, stratégie, ouais, mettre en ok, place une nouvelle stratégie, ok, prendre ouais, du recul. ouais, Il n'y a ouais, pas de mauvaise ou de bonne stratégie, c'est des ouais, stratégies qui peuvent nous aider, oui, puis qui peuvent évoluer, qui mhm, peuvent changer en fonction ouais. de, J'ai de- J'ai quelques amis qui me disaient qu'ils faisaient le défi, dans le fond, depuis plusieurs années, ils faisaient le défi sans alcool, là, puis que cette année, peut-être qu'ils ne le feraient pas parce qu'il y avait eu assez de sacrifices. Fait que je pense que c'est de se permettre une flexibilité aussi. Des fois, on fait des défis, des fois, on n'en fait pas, puis il n'y a pas dans le fond, on n'a pas à se prouver à personne, tu sais. Je pense moi, l'important, c'est, dans le fond, si on a de la souffrance, de voir le plus gros morceau vient d'où, puis d'attaquer ce morceau-là. Mais versus se mettre à tout vouloir faire, comme assainir notre vie de partout, là, on va se mettre en échec. Puis tout le rôle que vous avez expliqué aussi du soutien social, qu'il soit du réseau plus personnel, familial, ou qui peut être du réseau extérieur, médical, Ouais, communautaire ou ouais, quoi. Donc l'importance du soutien social aussi pour des fois nous aider à prendre du recul, à exprimer ses émotions, pour trouver des solutions aussi, ouais.
ou avoir le soutien nécessaire. Donc ça a été, c'était vraiment expliqué qui était intéressant. Je vois, Émilie, oui, je vois quelque chose, un ancien commentaire là, dans le fil. Dans un environnement de travail masculin traditionnel, par exemple militaire, policier, construction, avec des préjugés stigma actuels, comment sensibiliser les employés aux enjeux et critiques de la santé mentale? Je pense que ça, c'est notre défi à tous pour les 10 prochaines années. Tu sais, je pense que puis ça commence à être un terrain favorable, je trouve, là, tu sais, fait que ça va passer de différentes façons, je pense, tu sais, comme des causes qui étaient plus stigmatisées avant, tu sais, par rapport à l'identité de genre ou fait que, au niveau de la sexualité. Fait que ça va se faire sur, je pense, plusieurs années, puis de différentes façons, des fois par des gens qui vont être des ambassadeurs. Il y en a d'autres qui vont pas être ambassadeurs, mais le faire pour eux-mêmes, puis les autres autour d'eux se rendent compte. Il y en a qui vont ne pas accepter certains mots qui vont être dits, puis le dire de façon respectueuse. Il y a des initiatives probablement qu'il faut qu'ils viennent d'en haut de l'organisation. Fait que je pense que c'est multi, dans le fond, niveau, mais le terrain est prêt, puis je ne veux pas faire de la publicité juste pour faire de la publicité là-dessus, mais que des organismes comme Bell fassent Belle Cause pour la cause, puis qu'ils prennent des personnalités connues. Je trouve que c'est une façon de commencer ce travail-là aussi. Les joueurs de foot, comme il y avait des sportifs là, plus masculins qui se sont, qui ont partagé. Là, fait que, il y a sûrement plusieurs façons. Ça va se faire de plusieurs façons, puis je pense qu'il faut se donner un peu de temps aussi. Tout à fait. À ce sujet, d'ailleurs, je suis en train de mettre dans le chat un lien. On a reçu en novembre dernier justement des panélistes qui ont abordé la thématique de la santé mentale des hommes et qui donnaient justement, qui sont des spécialistes en santé mentale des hommes et qui donnaient justement des indications un peu sur, plus précisément sur comment aborder la sensibilisation, l'accès, ce qui est cette idée de la santé mentale pour les hommes et tout ça. Donc, je les joins, il est disponible sur notre site internet, donc ça peut pour aller plus loin, ça peut intéresser les personnes, ça peut être intéressant. C'est vraiment un sujet. Je vais partager un commentaire. Il y a quelqu'un qui a répondu avec son expérience pour faire des nombreux suivis burn-out. Je dirais que cela va généralement de quelques mois à un an selon le contexte. Sinon, il y a quelque chose de plus derrière à traiter. Fait que merci du partage selon l'expérience. Merci beaucoup. Donc là, il y avait aussi, Alexandra, une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des types de thérapies plus appropriées pour la dépression? Fait que je vais vous parler des facteurs communs en psychothérapie. Puis, je vais juste aller chercher, j'ai une image. OK, je vais, dans le fond, vous la montrer un petit peu. C'est une pointe de tarte, puis il y a des pourcentages de facteurs qui vont prédire ou être associés avec un succès d'une psychothérapie. Puis je vais vous les lire, là. Fait que 40% du succès d'une thérapie pour la dépression, l'anxiété ou une autre souffrance, c'est la motivation de la personne. OK? Fait que ensuite, l'autre grosse pointe de tarte qui est à peu près à 30%, c'est l'alliance qu'on a. Fait que l'alliance, c'est notre sentiment d'être en relation avec notre thérapeute, dans le fond, comment qu'on se sent en train d'être en relation, d'être en sécurité, mais de pouvoir être challengé. Fait que c'est dans ces eaux-là, comment on se sent avec notre thérapeute, 30%. 15%, c'est là que ça va venir jouer la spécificité. C'est votre question, là, dans le fond, quelle approche est la meilleure pour la dépression? Ça vaut pour 15%. OK? Fait que moi, dans le fond, dans mes stages, on va apprendre la thérapie cognitivo-comportementale est numéro 1 dans les premières lignes pour la dépression. Mais il y en a d'autres que ça va être des thérapies plus long terme qui vont aller voir un petit peu les patterns d'enfance qu'on appelle plus, plus en schéma ou
en aspect analytique. Fait que ça vaut pour 15 Fait que selon des fois nos derniers guidelines, souvent ce qui ressortait, c'était les thérapies cognitivo-comportementales pour la dépression. Mais c'est pas, dans le fond, fait que ça fait partie d'une pointe de tarte avec les autres psychothérapies aussi. Peut-être, Judith, on va arrêter de présenter, Oui. de partager l'écran, comme ça on pourrait remontrer l'image et on pourrait OK. la voir peut-être un plus grand. Ah, c'est moi, hein? Oui, c'est vous, c'est ça, c'est toi. Fait que est-ce que je fais stop share? Oui, c'est ça, En exactement. rouge, fait que le Oui, petit. c'est ça. OK. Voilà. OK. Donc là, si tu peux remontrer l'image, la rapprocher de la caméra un petit peu, ça peut permettre aux gens de pouvoir mieux voir. L'autre portion, c'est de croire au placebo. Là, ça, c'est si c'était pour un médicament, mais de croire en la thérapie. Si toi, tu ne crois pas qu'une thérapie, c'est la façon de te sortir de la dépression, ben, tu pars avec, dans le fond, un petit point de tarte en moins par rapport au succès. Il faut mieux faire une intervention dans laquelle on y croit. Puis après ça, s'assurer que, dans le fond, on est motivé parce qu'on est sur le bon domaine, qu'on veut changer dans le bon moment avec quelqu'un avec qui on a de l'alliance. Il y avait aussi une question d'Olivier qui est plus globale que celle par rapport liée aux hommes et qui dit que dans le cadre de son travail, il n'est pas rare que nous rencontrons des gens qui souffrent mais qui ne sont pas en mesure de considérer que la consultation, qu'elle soit psychosociale ou psychothérapeutique, puisse être une option, notamment en raison des stéréotypes liés à la consultation. Quelles seraient vos recommandations pour favoriser l'ouverture de ces gens à la possibilité de consulter? C'est sûr qu'il y a un gros travail de sensibilisation lié encore qui est existant. Émilie, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que quand les gens ils ont une barrière à consulter eux à l'intérieur d'eux-mêmes, puis ça freine un peu dans le fond la demande d'aide un peu, puis c'est plus la barrière du frein à la demande d'aide, le stéréotype lié encore à la psychothérapie. Donc, comment aider en fait, quelle stratégie pour sensibiliser ou faire la promotion en fait des psychothérapies pour aller à l'encontre de ces stéréotypes limitants. Mais je pense que des fois j'ai entendu des gens, tu sais, ah, j'ai pas eu de suivi, ou j'ai pas aimé mon suivi, ou tu sais, fait que, puis l'autre personne vient me voir, qu'est-ce que je fais, Judith, tu sais, elle est en détresse, mais tu sais, elle aime pas ou elle veut pas, tu sais. Puis là, j'ai dit, mais demande-lui donc, qu'est-ce qu'elle veut? Tu sais, comme, qu'est-ce qu'elle pense? Tu sais, je pense que dans des, tu sais, fait que, de revenir à la base, qu'est-ce que la personne aimerait pour se sortir de la situation? Qu'est-ce qu'elle veut? Je me demande si c'est une piste de réflexion quand c'est plus en individuel, là, mais si elle n'a pas aimé, puis qu'est-ce qu'ils ont proposé, qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on lui propose? Parce qu'il y a des fois des gens qui ne veulent pas consulter ou que, tu sais, que mais s'ils voulaient consulter puis ils n'ont pas été bien servis, dans le fond, peut-être leur demander qu'est-ce que, dans le fond, quoi d'autre, ça aurait été quoi là, que tu te serais senti bien accueilli ou. Puis j'ai aimé aussi, j'ai lu dans l'actualité Léa Strelinski, je ne sais pas si je prononce bien son nom, puis ce qu'elle disait, c'est que continuons de chercher de l'aide, même si des fois on est déçu, puis parfois on va tomber dans la vie sur la bonne personne, puis elle nommait plein de types d'emplois, avec même les conseillers en soins spirituels, comme des médecins. Fait que c'est comme si des fois aussi, on ne tombe pas sur une bonne personne, peut-être qu'il y en a une autre qui va venir nous aider plus tard. Puis des fois, c'est ça ne veut pas dire que c'est la thérapie de 40 séances qui va le plus nous aider. Des fois, c'est un contact avec un petit, comme une petite phrase ou un petit moment qui est comme au bon moment de notre vie qui nous fait prendre un Y. Ça, je trouve ça beau aussi. Là. Ouais. Tout à fait. Alors, on aurait une dernière question qui est donc de Moreau qui demande, donc là, c'est des petits conseils. Avez-vous des pistes pour décrocher du travail? Je suis aide-soignante en EHPAD en France.
l'EHPAD équivalent des CHSLD en France, avec beaucoup d'accompagnement en fin de vie. Ah. Donc, des trucs qui pourraient les... Fait que, euh, y a-tu des gens qui ont des idées? J'ai répondu un petit peu tantôt, puis si je répète un peu le sens, c'était quand on quitte tu sais, il y avait comme une transition à faire, puis on sait qu'on porte des gens en nous ou des souffrances en nous. Je pense qu'il faut juste le nommer, mais de dire que là, on s'en va vers une autre étape, puis même si on pense toute la soirée à ces gens-là, je pense pas qu'on va plus les aider le lendemain. Fait qu'il faut trouver un moment pour se dire, là, je suis en transition, puis oui, c'est souffrant ce que j'ai vécu, mais il va falloir que je le dépose, puis je vais le reprendre. Tu sais, des fois, je le dépose en satellite, là, il y a quand même de la gravité, là, je vais pouvoir le reprendre demain matin, puis continuer, là, tu sais. Mais là, je vais le déposer dans un nuage bienveillant, puis s'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse tout de suite, là, je vais demander à quelqu'un de m'aider, mais si ça peut, tu sais, comme si ça peut attendre demain, je pense que je le laisserais symboliquement dans un nuage qui est comme quand même en gravité puis qui pourrait être repris demain. Il y a eu aussi plutôt une façon de faire d'un participant ou participante le côté aussi du rituel, qui, elle, à chaque fois qu'elle finissait son travail, elle écrivait le mot travail sur un papier qu'elle chiffonnait puis qu'elle jetait. Et c'était comme son rituel de fermeture. Il faut trouver aussi ses propres astuces. Je trouve ça intéressant. Des fois, mettre en place des rituels, ça peut aider à programmer notre cerveau. Donc, bravo. J'avais lu un autre rituel, c'était un informaticien, puis lui, il regardait une dernière fois ses courriels, puis après ça, il disait « Je suis en train de faire contrôle, alt, delete, je ferme mon ordi », puis il se le disait fort, puis il fermait son ordi. C'est ça. Puis, mais c'est vrai que de faire une action aussi, pour ceux qui travaillent, alors c'est sûr que dans un EHPAD comme dans un CHSLD, il y a la notion d'aller de travail, de se déplacer au travail. Pour ceux qui travaillent à la maison aussi, le fait qu'on souvent on reste au même lieu physique, donc il n'y a pas cette transition non plus de déplacement qui fait aussi qui peut être le moment où on coupe. Donc ça peut être de trouver pareil des stratégies de passer d'un univers à l'autre, bien important, mais couper ce que pourrait nommer aussi pour tout ce qui est par rapport au télétravail, où le travail est à la maison, l'importance de pouvoir mettre en place des stratégies en équipe, mais de mettre en place des coupures, d'être coupé de son courriel, de ses messages. Quand on finit de travailler jusqu'au matin, ça peut être aussi une solution qui peut ne pas aller regarder ses courriels ou ne pas entendre que ça sonne parce qu'on reçoit un courriel, ça peut vraiment beaucoup aider dans cette transition. Je lis aussi ce que les autres, là, mais c'était le symbole d'écrire travail puis de le chiffonner, c'est tellement, il y a comme un aspect très aussi ludique à ça, puis plein de symboles. Puis il y en a d'autres qui ont dit, on dirait que c'est un autre symbole, c'est l'eau, la purification ou le changement, c'est la douche ou le lavage de mains, ou il y en a d'autres que c'est en transition avec le trajet d'auto, puis un peu l'extériorisation comme chanter à tue-tête, faire sortir la vapeur, c'est pour certains qui nous partagent, merci, leur stratégie de transition. Puis la routine peut apporter aussi une certaine sécurité, quelque chose de faire toujours la même chose peut apporter justement cette espèce de tranquillité, la répétition, donc ça peut être vraiment... Parce qu'on ne se repose pas à chaque fois qu'est-ce que je fais en faisant du travail. Si c'est la marche, si c'est le trajet en auto, si c'est la douche, c'est comme si c'est ça, puis c'est ça qui est bon pour moi. Puis là, je n'ai pas le temps de me poser 1000 questions. C'est quoi ma nouvelle transition? Là? C'est comme on est programmé, puis ça crée instinct. Oui, c'est beau. Donc, je regarde tous les gens qui donnent leur stratégie. Je trouve ça vraiment intéressant de vous lire. Merci beaucoup pour ces partages. Puis pour les enfants, des fois, leur transition, c'est de manger une barre tendre en arrivant. Alors, je regarde. Alors là, c'était une demande de ressources. C'était
une personne qui travaille, c'est Bobby qui travaille avec les personnes UDI. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'est UDI. Qui ont souvent de mauvaises expériences avec la santé sans carte et sans domicile fixe. Y a-t-il une ressource ou formation pour accompagner les gens dans le deuil, exemple overdose, suicide, etc. Donc des ressources d'accompagnement. Vous en avez donné tantôt. OK, utilisateur de drogue injectable. Ouais. J'en connais pas, mais s'il y en a qui ont des ressources, qui connaissent, je vous invite à le partager aussi dans le chat, s'il vous plaît. Ouais. Merci pour la présentation. Oui, s'il y a des gens qui peut-être, n'hésitez pas à partager. Alors, si je vois, s'il n'y a pas d'autres questions, ça terminerait cette présentation. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je vois que pouvez-vous répéter la question? C'était une demande de référence et de ressources par rapport aux personnes endeuillées, notamment utilisateurs donc, par de drogue ou qui demandent. Donc, oui, merci. C'était un plaisir. C'était aussi, ça fait du bien d'avoir de nouvelles stratégies, de pouvoir discuter avec vous pour repenser à tout ça, à tout ce qui nous encourage. Merci pour les merci. Fait que je reçois des merci. Merci pour les merci. Je vais mettre un lien dans le chat tout de suite que je vais aller chercher, donc qui nous permet, pour nous remplir un sondage, ce qui nous permet à nous donc de pouvoir avoir votre appréciation et voir aussi ce qu'on peut proposer d'autres conférences d'un webinaire. On essaie de tous les mois avoir des invités pour des sujets de thématiques variés. Donc si vous pouvez cliquer sur le lien pour permettre d'évaluer aujourd'hui. Merci Judith. Merci. Et puis, donc sachez donc que vous allez recevoir le PDF et le lien du vidéo du webinaire de ce matin pour pouvoir regarder si vous avez manqué le début ou la fin. Et puis, au plaisir Judith. Oui. Et continuons à prendre soin. Merci beaucoup tout le monde. C'est comme un sentiment de partager, mais d'être entouré aussi dans le fond, en utilisant vos ressources à vous, puis en complémentarité aussi, nous tous. Merci. Puis je vais reprendre conférence, puis je vais le déchirer pour faire ma transition. Aller marcher aussi. OK, merci. Merci. OK, bye tout le monde. Salut. Au revoir.